On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous. Bienvenue à bord de la haute sphère. Cause mon hôte, l'émission qui prône la vulgarisation, la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Aujourd'hui, l'hôte du jour, celui qui inaugure cette émission, c'est quelqu'un de déterminé, de passionné, de persévérant, de croyant, et j'ajouterais même de culotté et de débrouillard. C'est un homme avec plusieurs casquettes. L'hôte du jour, c'est Ecclésiaste Lemba. Salut frérot, comment vas-tu? Audrey, salut, merci de me recevoir dans cette émission. Franchement, coup de chapeau à toi. Depuis le temps, tu me parlais de cette émission et vraiment, je suis très honoré de pouvoir être le premier invité officiellement, quoi. Vraiment, c'est un honneur. Merci, franchement. Je suis content. C'est la famille, quoi. Ça fait plaisir, en fait. Franchement, merci. Je suis content que tu puisses inaugurer cette émission, qui était la primeur de passer, frérot. Absolument. Et franchement, ça fait énormément plaisir. Merci. Je t'explique au contexte. Donc, comme je l'ai dit, tu es quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Donc, on va voir ce cheminement, toutes ces casquettes-là que tu portes. On va commencer par le commencement. Tout à fait. L'enfance. Ecclésiaste Lemba, enfant, c'était qui? Il a grandi où? Ouais. Déjà, premièrement, pour les internautes, spectateurs qui auront l'occasion de suivre cette interview, moi, c'est Ecclésiaste Lemba, issu d'une famille congolaise, né en France de parents congolais, né en 92, à Paris 13. Donc, je suis né à Paris, mais j'ai grandi au Muro dans le 7-8, banlieue ouest. Donc, j'ai vécu au Muro, on me connaît au Muro. Donc, en tout cas, je suis issu d'une famille, je suis le cadet. Donc, issu d'une famille de 7 enfants, 5 garçons, 2 filles. Et puis, j'ai eu une enfance plutôt ordinaire. Donc, c'est sûr que j'ai grandi dans une ville qui est assez connue pour la délinquance et tout. Mais j'aime pas trop évoquer l'aspect de la délinquance parce que c'est une ville assez cosmopolite, les Mureaux. J'ai grandi dans un quartier populaire. Et je suis fier de venir des Mureaux, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des Mureaux, on parle parfois du côté obscur des Mureaux, mais il y a des côtés positifs, quoi. Et moi, je me situe dans le côté positif des Mureaux par rapport à mon parcours, quoi. Donc, je suis fier de venir des Mureaux. Donc, je suis issu d'une famille de 7 enfants, deuxième famille de 7 enfants. Donc, j'ai fait les écoles comme tout le monde, la maternelle jusqu'au lycée aux Mureaux. Et déjà, à l'école, j'étais quelqu'un j'aimais tellement me faire remarquer. Et j'ai toujours été comme ça, j'aimais toujours être le premier dans tout ce que je faisais. Et puis, j'ai un parcours assez atypique. Donc, c'est-à-dire que tout a commencé lorsque j'ai été élu conseiller municipal. Donc, je fais partie de la première génération du conseil municipal d'enfants au sein de la ville des Mureaux, dans les Yvelines. Okay. Donc, j'ai été vice-porte-parole. Et d'ailleurs, pour les footeux, certains vont comprendre lorsque je vais évoquer cela. Donc, j'étais vice-porte-parole du conseil municipal d'enfants. Donc, le conseil municipal, pour ceux qui connaissent un petit peu comment ça se passe ici en France, donc dans chaque commune, dans chaque ville, il y a des conseils municipaux. Et puis, à l'époque, en 2003, ils ont créé le conseil municipal des enfants dans la ville des Mureaux. Et j'ai fait partie de la première génération du conseil municipal d'enfants. Et j'ai été vice-porte-parole de ce conseil municipal. Et dans ce conseil municipal, à l'époque, il y avait le footballeur, celui qui est devenu footballeur international franco-malien, Abdoulaye Doucouré, qui joue à Everton. Donc, il faisait partie aussi du conseil municipal. Donc, voilà, quoi. C'est là que tout a commencé. Déjà, les gens me remarquaient, « Ah, mais ce petit-là, conseil municipal et tout. » Puis après, il y a eu le collège. Lorsque j'ai été parmi les premiers, enfin, pas parmi, mais j'étais le premier élève du collège Paul Verlaine à faire un stage au sein de la chaîne France 2. Ok. Donc, c'est là où vraiment que les gens commencent à se dire, mais attends, ce gars-là, il fait des choses pas comme les autres, conseil municipal, et puis après, stage à France 2 et tout. Donc, c'est à partir de ce stage à France 2 que là où tout a commencé vraiment, quoi. Mais juste un truc. Ouais. Juste un truc, frérot. Ouais.
Quand tu dis tu te faisais remarquer, c'est dans quel sens? Dans le sens plutôt positif, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez... pour ceux qui me connaissent, en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'assez particulier. Sans, en toute modestie, je dis ça, sans me vanter, en fait, si tu veux, depuis la primaire, depuis le collège, enfin, depuis la maternelle même. Euh, En fait, j'étais quelqu'un, j'aimais mes parents, tu vois, lors de mes anniversaires, ils m'habillaient en costard cravate, tu vois. Et j'étais, si tu veux, quand j'étais à l'école, en fait, si tu veux, l'école maternelle, la toute première section, je n'ai pas précisé, je ne l'ai pas fait au Mureaux, la toute première section, j'étais Mhm. à Flins. À Flins, c'est une ville qui est située à côté des Mureaux. Et j'étais le seul black dans la classe. Et du coup, je me faisais un petit peu remarquer, quoi. Et du coup, en fait, j'ai toujours voulu être assez particulier, différent des autres, quoi. Donc en première section, j'étais le seul black de la classe en maternelle, en toute première section. Et puis après, quand on a emménagé au Muro, tu vois, après la maternelle, ça s'est bien passé. Donc j'étais un petit peu le comique, un peu le comique. C'est par après que les gens ont dit, mais attends, t'étais vraiment le Eddie Murphy, quoi. Donc j'étais toujours un petit peu pas un élément perturbateur forcément, mais j'étais quelqu'un qui aimait se faire remarquer à travers des blagues. J'étais quelqu'un de gentil, bien évidemment, de poli, de respectueux, mais quelqu'un de blagueur. Et mes instituteurs, mes institutrices m'appréciaient parce que j'étais quelqu'un de gentil, de jovial et de très comique depuis la tendre enfance, quoi. Ah ouais. C'est ainsi qu'on m'a remarqué, même là où j'habitais, dans le quartier et tout, avec les... Ouais, ça va, quoi. jusqu'à... Enfin, vous allez comprendre après la suite, quoi. Et ce stage à France 2, en fait, tu l'obtiens par rapport à cette détermination, ce courage Tout à ou... fait. That's right. Exactement, justement. C'est ça que je vais expliquer. Je pense que ça va pouvoir permettre aussi aux jeunes qui nous suivent d'être déterminés dans la vie. Généralement, en troisième, les gens qui sont en troisième, au collège, vont faire des stages boulangerie, C'est mon cas, c'est mon pharmacie. cas. Ouais, boulangerie. C'est pas pour manquer de respect aux gens qui vont suivre ça, Ouais. mais généralement, à 70% des cas, les gens vont pas se prendre la tête, ils vont faire des stages dans la ville ou bien même dans une ville en périphérie, dans une ville limitrophe et tout. Et ils vont se limiter dans les commerces, cabinets d'avocats, des choses comme ça. Mais moi, les stages, lorsqu'il y a eu la rentrée en septembre, on nous a dit, pensez à trouver vos stages pour le mois de janvier. Et les gens l'ont cherché à la minute. Moi, dès septembre, dès la première semaine, j'ai commencé à chercher des stages. Et moi, je me suis dit, je vais faire mon stage à TF1, M6 ou France 2. C'était ça que je me suis fixé. Et je l'ai dit à personne. Hein. Mhm. J'ai envoyé tout seul. Hein. J'ai fait ma lettre de motivation et tout à l'époque, manuscrite. Hein. Et j'ai envoyé ça à France 2, France Télévisions à l'époque. Et puis, ils m'ont répondu, au moins 2 semaines après, monsieur, nous avons reçu votre candidature et puis nous avons apprécié votre candidature. Donc, ils m'ont appelé, ils ont répondu favorablement par lettre, hein, par courrier interposé. Et puis, j'ai été sélectionné pour faire mon stage à France 2. Et à l'époque, c'était un truc de ouf, quoi. Ah oui. C'était un truc de ouf, quand je dis un truc de ouf, le proviseur, le principal, pardon, monsieur Bonin était stupéfait, quoi. Il avait jamais vu, il avait jamais eu un élève faire un stage dans une chaîne de télévision nationale, quoi. Ça s'était jamais fait auparavant, Paul Verlaine. Et puis, du coup, après, j'ai fait ce stage et j'étais là où nous sommes, comme ça. Hein. Tu vois, lorsque j'ai ce stage, c'était du 21 janvier 2008 au 26 janvier 2008. Mhm. Premier jour de stage. Pour le JT de 13h, il y avait la conférence de rédaction. J'étais assis là où je suis. Il y avait une table à peut-être 2 cm de moi. Je voyais David Pujadas. Première fois. David Pujadas et tout. Et les gens me disaient que il n'aime pas les stagiaires, tout ça. Parce que moi, en fait, si tu veux, j'étais en stage, j'étais dans la rédaction JT Sport hein, de France 2. Il y avait à l'époque Julien Benedetto. Je sais pas si tu connais Julien Benedetto. Julien Benedetto, c'est un journaliste de France 2. Tu avais aussi Christophe Tortora et tout. Bon, Julien Benedetto, il présente souvent le JT. Il a présenté parfois le JT. Bref. En tout cas, eux me disaient que oui, Pujadas, il est très méchant, il parle pas que les stagiaires.
Et moi, à l'époque, tu vois, le truc, c'est quoi? J'avais mon maillot de Chelsea à l'époque, hein. À l'époque, tu vois, mon maillot de Chelsea, tout ça. J'étais en retrait, j'ai observé et tout. Et puis Jadas, il me faisait des signes et tout. Il me faisait des signes et tout. Il me faisait des petits coucous, tu vois. J'avais 15 ans et demi, tu vois. Donc, tu trouvais qu'il était sympa. Et t'avais aussi Arlette Chabot. Il y avait Arlette Chabot, il y avait Élise Lucet, il y avait toutes ces grosses têtes de France Télévisions de l'époque, quoi, 2008 et tout, qui étaient présents, quoi. Et après, j'ai pris faire des petites photos avec eux, tout ça. Et c'est là que j'ai vraiment... On va y revenir. C'est là que j'ai vraiment pu... Et je vais en venir après, vous allez comprendre, ouais. Donc franchement, déjà félicitations par rapport à la démarche, tu vois, parce que c'est vrai que moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, oui, moi, je fais partie de ces gens-là qui ont fait leur stage à... Moi, c'était à Franprix à l'époque, je crois. Ouais. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai pas eu le... J'ai pas voulu chercher comme il se doit, et je me suis répercuté sur la première offre, tu vois. Voilà. Mais après, là-bas, t'es manutentionnaire comme tout le monde, mais t'es pas payé, quoi, tu vois. Exactement, ouais. Et mais félicitations, bah oui, parce que quand tu dis que c'est un truc de ouf, effectivement, faut se remettre dans le contexte. 2008. Ouais, c'était à l'époque, sans te couper la parole, mon cher frère Audrey, à l'époque, tu vois, c'était un truc vraiment de ouf. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant. Tu vois, à l'époque, nous, c'était MSN, Skyblog, MSN, Skyblog, MySpace. Tu vois, on était limité, tu vois. Et là, maintenant, bon, les réseaux sociaux, c'est devenu... open bar. Voilà. c'est devenu limite fast-food, quoi, les réseaux sociaux. Oui. C'est devenu fast-food. Non, je pense qu'il faut que les gens ils se remettent dans le contexte, parce que 2008, ça peut paraître, aujourd'hui, peut-être facile, mais à l'époque... C'était difficile, hein. Tu vois, t'envoies en plus, tu viens des Mureaux, t'envoies un courrier, ça se trouve, tu vois, c'est grillé. En plus, période post-émeute, tu vois. Exactement. Et justement, une anecdote que je vais raconter, que j'ai très peu raconté parmi tous les interviews télé que j'ai pu faire et tout, depuis que enfin, je suis dans le domaine artistique et tout. En fait, à l'époque, lorsque je me suis présenté, en fait, si tu veux, bon, à France 2, tu vois, je me baladais quand même, hein, c'est à Métro Bala, dans l'enceinte de France Télévisions. Parfois, je me promenais, parfois, ma maître d'apprentissage, en fait, si tu veux, celle qui était chargée comme ma tutrice, parce que j'étais mineur, j'avais 15 ans et demi à l'époque, parfois me présenter, oui, voici un stagiaire et tout. Il me dit, ah, tu viens d'où? Je viens des Mureaux. Ah oui, des Mureaux! Oh là là! Tu viens des Mureaux? De la Vigne Blanche, des musiciens? Oh là là! Mais dis donc, comment il a fait? Mais comment vous l'avez pris? Mais il va nous voler quelque chose? Ils paniquaient, ils ont dit, ah ouais, des Mureaux. Parce que les Mureaux, tu vois, à l'époque, lorsque certains caméramens, certains journalistes de France Télévisions, de France 2 venaient, parfois ils se faisaient voler les caméras, ils se faisaient agresser, tout ça. Ils étaient stupéfaits, ils ont dit, mais comment ils ont pris un mec des Mureaux et tout? Donc c'était un truc de ouf même là-bas, tu vois. Parce que les Mureaux, tu vois, quand tu parles de 7-8, c'est Mantes, les Mureaux, à l'époque, hein, dans le contexte, à l'époque, quand tu parlais des Mureaux, quand tu parlais des Yvelines, tu parlais automatiquement de Mantes, Mureaux, Trappes, Chanteloup, Sartrouville. C'était des villes qui dégommaient tout à l'époque, tu vois. Et c'était les villes où parfois les journalistes se faisaient agresser malheureusement. Et eux, ça leur avait choqué, voir un jeune black comme moi venir des Mureaux en stage à France 2. Et pourtant, eux, qui étaient des employés CDI pour la grande majorité à France 2, leurs propres enfants, on ne leur donnait pas de stage à France 2. Et ça les a dépassés, quoi. Comme quoi, chacun sa chance, en fait. Chacun sa chance, c'est un truc de fou, tu vois, c'est un truc de fou, ça a dépassé même les gens de là-bas, tu vois. Donc, c'était... Ça, c'est pour que les gens puissent vraiment comprendre le contexte de l'époque. Franchement, frère, félicitations, en tout cas. Merci. Et donc, tu fais ce stage, c'est quoi? Une semaine, c'est ça? Une semaine, ouais, du 21 janvier au 26 janvier 2008. On parle de stage d'observation. D'observation, exactement. Bah, toi, t'as plus qu'observé au final. Ouais, observé, exactement, ouais. Et des journalistes, hein, bien évidemment, je précise hein, aux auditeurs, aux spectateurs qui verront. Des journalistes, ouais. Donc, tu fais ton stage d'observation, etc. Ouais. Mais là, après, tu as fait plus que de l'observation. Parce que, est-ce que c'est à ce moment-là qu'Ecclesias Lemba devient chasseur de stars? En fait, quel est le déclic? Moi, c'est ça qui m'intrigue. Parce que il faut expliquer aux gens. En fait, aujourd'hui, comme on s'était déjà dit en off, tu as pris beaucoup de photos avec beaucoup de stars. Internationales, françaises. Ouais. Le truc, c'est que à l'époque, déjà, c'était un truc de ouf. Tu parlais de Skyblock tout à l'heure, c'était un truc de ouf. Ouais. Mais si c'était à l'ère actuelle, là,
Et t'allais être peut-être ton compte certifié, Instagram. Oui, c'est ça, Les gens, ils exactement. allaient dire, mais comment il fait? Mais Hmm. explique-moi, quel est le... Qu'est-ce qui L'é- s'est passé en fait? L'élément déclencheur. Alors, je vais en revenir là-dessus. Justement, l'élément déclencheur, pour moi, ça a été ce stage à France 2, à France Télévisions. Mhm. C'est à partir de ce moment que j'ai côtoyé, que j'étais à côté de ces grandes personnalités du paysage audiovisuel français, tu vois. Donc, ces grands noms du journalisme français, David Pujadas, Sylvie Lucet, Arlette Chabot, Laurent Romeshko, ou encore Laurent Delahousse, tous ces grands noms qui ont fait que France Télévisions, dans les années 2000, avait une image assez positive, quoi, du service public et tout, tu vois. Et c'est à ce moment que, lorsque j'étais en ce stage, tu vois, et moi, tu vois, stage à France 2, pour moi, c'était quelque chose de magnifique, tu vois. Et à l'époque, j'avais un téléphone, j'avais un téléphone portable de mauvaise qualité, un téléphone portable, tu vois. Et puis, c'est avec ça que je prenais les photos avec Pujadas, Élise Lucet et tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, les gens qui souhaitent voir toutes ces photos, vous avez juste à cliquer, à aller sur On mettra le lien, www.biggie71830.com. on mettra le lien. Voilà, exactement. Les gens pourront voir les photos, il y en a plus de 300. Donc c'est à ce moment que je suis devenu un chasseur de stars, en troisième, dès la troisième. Donc c'est à ce moment-là que vraiment, en gros, ce stage à France 2 a été l'élément déclencheur qui a permis que je puisse devenir un chasseur de stars. Chasseur de stars, donc quelqu'un qui prend des photos avec des célébrités, des stars, quoi. Voilà, pour Ouais. ceux qui comprennent pas, pour vous faire comprendre un peu Pas aux en gens. paparazzi, mais quelqu'un qui prend des photos avec. Avec les stars. Pas des photos des Ouais. stars, mais avec, Avec les stars. stars, exactement, c'est ça. Ok. Donc, voilà. Mais donc, les premières personnes stars avec qui tu fais des photos, c'est les personnalités de France 2. De France Télévisions, exactement. Exactement. Ouais. Du paysage audiovisuel Et français. après, qui sont les cibles, qui sont les victimes, entre guillemets, ouais. du chasseur de stars? Ben, à vrai dire, après, j'ai rencontré. Après, je précise, hein, je suis Marseillais, je suis supporter de l'OM. Après, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'été 2008, je suis allé au camp des loges. Je me suis pris en photo avec. À l'époque, c'était Charles Villeneuve, qui devient le président du PSG. Charles Villeneuve, voilà, pour ceux qui connaissent. Charles Villeneuve, qui était à la tête de TF1, du service des sports de TF1, prend la tête du PSG. Il fait venir au PSG Julie, Claude Makelele, Thuram, mais malheureusement Thuram ne signe pas par rapport à un problème cardiaque. Il fait venir pas mal de très bons joueurs au PSG. Et moi, je me dis, bien que je sois un supporter de l'OM, je vais au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye, je me prends en photo avec tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Les Clément Chantôme, Jérémy Clément, Claude Makelele. Il y avait même Michael Pietrus qui était venu rendre visite à Claude Makelele au camp des loges. Donc même Serra qui est devenu pasteur, le Brésilien Serra, Kezman, Paul Le Guen, en tout cas tout l'effectif du PSG, je me suis pris en photo avec eux. C'est cocasse quand même, Ouais, un supporter, ouais. supporter de Marseille qui prend des... Ouais, c'est ça, j'étais au culot quoi. Et après ça, donc septembre, je deviens lycéen. Donc je deviens officiellement lycéen, je rentre au lycée, seconde et tout. Et là, j'ai bombardé. Donc il arrivait même des jours, tu vois, les mercredis après-midi, et j'ai pas cours. Paf, je descends à Paris, RMC, RTL, Skyrock, je vais prendre des photos avec les célébrités, quoi. Mais comment ça se passait? C'est que le truc, c'est quoi? C'est qu'à la veille, je m'informais pour savoir quelle personnalité sera invitée dans telle émission radio, telle émission de télé. Et je me faufilais parfois dans les plateaux télé, dans le public, et où parfois j'attendais les célébrités, les invités, parfois des radios, des chaînes télé, à la sortie des studios de radio ou télévision pour me prendre en photo avec eux. Et là, à cette époque, j'avais déjà acheté, j'avais eu un cadeau, bon, un appareil photo numérique par le daron, tout ça. Donc c'est avec cet appareil photo numérique que je me prenais en photo avec eux. Mais frérot, c'était quoi l'objectif? En fait, tu voulais te prouver à toi-même ou prouver aux gens? Ouais, c'était quoi l'objectif? En fait, le truc, c'est quoi, Audrey, mon cher frère, tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que ce truc-là, c'était parti un délire. En fait, je faisais ça sans comprendre. Après, j'avais un Skyblog à l'époque. Enfin, le Skyblog existe toujours. Après, je voyais que mon blog commençait à prendre une ampleur énorme, quoi, parce que les gens dans la ville des Mureaux en parlaient. Le Parisien sont venus le journal Le Parisien, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le journal Le Parisien sont venus me solliciter pour me faire une interview. Il y a des coupures de presse qui existent bien évidemment sur Internet en tapant mon nom, tout ça. C'est là que je voyais que vraiment, je me rendais pas compte que les gens commençaient à s'intéresser de près à moi. Donc,
dans la ville des Mureaux, on me connaissait par rapport à ça. Déjà, on me connaissait par rapport à mon passé de conseiller municipal. Et puis, ça a commencé à prendre du buzz. Et le Skyblock commençait à prendre un buzz auquel je ne m'y attendais pas. C'était dans les Blockstar. À l'époque, il y avait le système de Blockstar. Blockstar, donc c'était un des Skyblocks les plus originales, quoi. Parce qu'à l'époque, il faut savoir, dans le contexte de l'époque, les chasseurs de stars, il y en avait bien évidemment aussi déjà. Mais j'avais que 16 ans. J'avais 16 ans, j'avais commencé à 15 ans et demi. Donc à l'époque, quand je faisais ça, j'avais 15, 16, 17 ans. Et il n'y avait pas un jeune de mon âge venant de banlieue, comme moi, black et tout, faire quelque chose comme ça, quoi. Après, dans les années, je vois que 10 ans après, il y a eu des jeunes qui ont commencé à faire comme moi, qui sont inspirés un petit peu de moi et tout. Et je suis content parce que ça m'a permis de me faire connaître et ça m'a vraiment fait du buzz. Et aujourd'hui, ça m'a permis même d'être invité sur plusieurs plateaux télé, radio, et j'ai fait les coupures de journaux par rapport à ça, quoi. Donc, on me surnommait Ecclésiaste, le chasseur de stars, Ecclésiaste, l'homme aux 300 stars. Parce que j'ai rencontré plus de 300 célébrités, en fait. Et du grand et petit écran. déjà, est-ce que tu as des noms à soumettre, là, comme ça? Ouais, le plus gros que j'ai pu faire, c'est Will Smith, l'acteur américain Will Smith. Après, il y a l'actrice américaine Rosario Dawson. J'ai rencontré aussi François Hollande, le président de la République. Ancien. L'ancien président de la République, excusez-moi. Et puis, les ministres du gouvernement de Fillon, François Fillon lui-même. François Fillon, c'était pas facile. Hein. François Fillon, c'était pas facile parce que c'était très difficile. Hein. François Fillon. Sécurité de ouf. J'ai même été fouillé par ses gardes du corps et tout. J'ai été fouillé et tout, ouais. Donc, c'était pas facile, Fillon. Donc, en tout cas, les Roselyne Bachelot, en tout cas, les acteurs, en fait, j'en ai rencontré plus de 300. Des footballeurs, les Franck Ribéry, Sidney Govou à l'époque, ancien footballeur. Bon, les petits 2000, peut-être qu'ils ne connaîtront pas. Sidney Govou, une légende de l'Olympique Lyonnais, pour ceux qui ne savent pas. Jean-Lin Boumsong. Des rappeurs aussi. Des rappeurs, Booba, B2O, Rof, La Fouine, Lord Co-City, pour ceux qui ne connaissent pas, Lord Co-City. Aide-moi un petit peu. Frérot, je peux pas t'aider. Ah ouais, j'en ai rencontré tellement que c'est fou. J'en ai rencontré 300. Mais en fait, Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Delarue, paix à son âme, Jean-Luc Delarue. J'ai rencontré qui d'autre? Benjamin Castaldi, de Secret Story. Cyril Hanouna, d'ailleurs, Cyril Hanouna qui... On se connaît, mais on se connaît. D'ailleurs, il a parlé de moi à plusieurs reprises dans son émission de PMP. Mais frérot, c'est-à-dire que ça part d'un délire et après ça devient quoi? Un challenge, un défi? En fait, c'était parti comme un délire. Après, c'est devenu limite un challenge parce que je me suis aperçu qu'il y avait des personnes plus âgées que moi. Parce que moi, à l'époque, j'avais 16-17 ans. Je voyais que, tu vois, je connaissais pas des personnes de 30-40 ans qui faisaient ça depuis bien longtemps avant moi. Donc moi, j'étais comme un bébé par rapport à eux, tu vois. Et ils voyaient moi, ils me disaient, putain, mais petit, ce que tu fais là. Ils m'envoyaient des messages sur Skyblog à l'époque. Hein. Et ils m'envoyaient des messages en privé, mais comment tu as rencontré Fillon, tout ça, comment t'as fait, où, tout ça. Ils me posaient des questions, quoi. Et après, il y a eu un petit réseau qui s'est créé, tu vois, un petit réseau de chasseurs de stars, quoi. Avec des personnes plus âgées que moi, qui faisaient ça depuis 30-40 ans, quoi, tu vois. Et c'est là que je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à faire ça. Il y avait des personnes qui étaient plus âgées que moi, des darons, quoi, des babtous, des darons, des personnes françaises, caucasiennes, qui faisaient ça depuis bien longtemps avant moi. Mais je n'étais pas le seul, j'étais le seul dans ma génération de banlieusards, black, à faire ça, quoi. Black, hein, je précise, à faire ça. De ma génération, j'étais le seul. Il y avait personne qui faisait ce que je faisais, qui avait rencontré autant de stars à l'âge que j'avais. Mais il y avait des personnes plus âgées, 30, 40 ans, 50 ans plus, qui faisaient ça depuis bien longtemps. Et c'est là que eux venaient vers moi pour me donner des tuyaux, quoi. Comment t'as fait ça. Donc ça, en tout cas, c'était quelque chose, c'est un buzz. Il y a eu un buzz auquel je ne m'y attendais pas. C'était parti d'un délire, il s'est devenu un challenge. Bah ouais. Ouais. Frérot, 300 stars, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Et tu parlais tout à l'heure d'émissions où tu chassais les stars, etc. Oui. Mais tu as participé à plein d'émissions aussi. Oui. Et ça découle aussi du fait d'avoir chassé les stars. C'est en corrélation. Les émissions que j'ai fait avec M6 et TF1, tu veux dire? Ah frère, t'as fait beaucoup d'émissions. Hein. Oui. Les plus grosses émissions que j'ai pu faire en France, bon ça les gens le savent, hein. Ceux qui me connaissent savent très bien. Dîner presque parfait, tu veux dire? Ouais, t'as fait... Dîner presque parfait, Confession intime, Total Blackout. C'est les trois... Bon, j'ai fait des vingtaines d'émissions en France, hein, mais ça, c'est les plus grosses émissions télé que j'ai pu faire. Hein. TF1, M6 et W9, ouais. Mais... Ouais. Frérot, Confession intime. Il se passe quoi, frère, dans ta tête? Là, c'est un scoop, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, allez regarder l'émission. Ouais, là, c'est un scoop que je vais dire. En fait, Confession intime, je vous explique comment ça s'est passé.
je replonge dans le contexte. On est en 2013. 2013, à cette époque-là, il faut savoir que... En fait, déjà, depuis 2011, moi, je vivais entre Paris et Montréal. Mais après, je suis revenu à Montréal pendant un certain moment. Pendant au moins un an, j'étais vraiment fixe ici en France. Alors, je suis en France, étudiant à la fac de Reims, étudiant en droit. Décembre 2012, je vais sur m6.fr, je m'inscris au culot. Je dis bien au culot, Dieu me voit. Au culot, je m'inscris sur casting un dîner presque parfait. Au culot, comme ça, je remplis le formulaire. Et moi, excusez-moi pour le terme, je m'en foutais un petit peu, je m'en battais les couilles. Entre guillemets, hein, désolé pour la vulgarité. Mais on est là, on parle entre jeunes, il faut que je me sente libre. Hein. Bref, en tout cas, je m'inscris en décembre 2012. Et 2 semaines après, 3 semaines, vers mi-janvier, je reçois un coup de fil. Je sors de la fac, je marche pour rentrer chez moi, je reçois un coup de fil. Oui, allô, bonjour, monsieur Lemba Ecclésiaste. Oui, c'est Charlène d'M6, un dîner presque parfait, Studio 89. Je vous appelle suite à votre candidature pour un dîner presque parfait. Apparemment, d'après ce qu'on a lu, vous savez cuisiner. Ah oui, je suis un grand cuisinier, oui, monsieur, madame, je suis un grand cuisinier. Oui, je suis cuisinier, effectivement. Je cuisine beaucoup. Bon, j'avoue, j'avais pas ratiné un petit peu. Et je m'y attendais pas, je crois que c'était un sketch, je crois que c'était une blague. La dame d'M6 me dit, alors, elle me dit, oui, alors on vous donne rendez-vous à Neuilly-sur-Seine dans les studios de M6. Telle date, est-ce que vous êtes disponible? Ok, oui, je suis disponible. Je vais à M6. Pour ceux qui connaissent M6, M6 est situé à Neuilly-sur-Seine. Hein. Avenue Charles de Gaulle, ouais. Exactement. Tu connais. On est du coin, Les du 9-2, Audrey, pour ceux qui ne savent pas. Donc, j'arrive en fait, il a fallu, la dame m'avait dit, elle s'appelait Charlène, je me souviens très bien, elle m'avait dit de ramener un petit échantillon de dessert, quoi. Et puis, j'avoue, franchement, j'avais fait un petit dessert sympa, salade de fruits à la mangue, que j'avais fait et tout. Et puis, je suis parti avec, j'ai fait goûter ça aux gens du casting. Et puis, le casting, c'était quoi? Elle m'a dit, Charlène, écoute, Ecclésiaste, on va se tutoyer et tout. La caméra est face à toi. Parle pendant 20 minutes sur toi. Qui tu es. Qu'est-ce que tu feras des 1000 € si tu gagnes un dîner presque parfait. Parle-moi de ta vie, de ce que tu fais, de tout et de rien sur toi. Pendant 20 minutes. Et ne t'arrête pas. Et moi, comme je suis quelqu'un qui parle beaucoup... T'étais dans ton élément, quoi. J'étais dans mon élément, quoi. J'ai parlé de tout, de n'importe quoi sur moi et tout. En fait, c'était un moyen pour eux de voir si j'étais à l'aise face à la caméra, quoi. Parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, un dîner presque parfait, c'est une émission, il y a des caméras, donc il fallait que la personne, les futurs candidats de dîner presque parfait, puissent être à l'aise face aux caméras. Bien sûr. Et puis, à la fin, elle me dit, bon, on n'a pas grand-chose à dire, ça va, on te recontacte pour te dire si tu es pris ou pas. Mais j'avais vite compris avec son sourire que j'étais pris, quoi. C'était plié. C'était plié, quoi, parce qu'elle m'avait kiffé et tout, tu vois. Et puis, le lendemain, ou quelques jours après, elle m'appelle, elle me dit, oui, écoute, je pense que tu sais pourquoi je t'appelle, hein, donc on te prend, je pense qu'on va faire durer le suspense, on te prend, on t'a kiffé, on t'a apprécié, on te veut, quoi. On te veut pour l'émission, on te veut toi et tout. Je fais, ok, alors, t'as mis que tu habites à Noisy-le-Grand, est-ce que c'est le cas? En fait, après je leur dis la vérité. En fait, j'habite pas à Noisy-le-Grand. C'est chez ma tante qui habite là-bas, ma tante maternelle. Mais je suis étudiant à Reims. Ok, d'accord. Bon, on fera comme si tu habites à Noisy-le-Grand. Ok, d'accord. Et puis, t'as mis bien, hein. Ouais. Et puis elle m'a mis bien, tu vois. Et puis ensuite, le tournage a eu lieu au mois de février, quoi. Donc on a fait le tournage. Et puis, tu vois, il y a eu un invité très connu en France, hein, un invité Norbert des Top Chef, ouais, qui était très connu à l'époque, très très connu. Il est encore connu, hein, juste un peu moins, je pense. Bon, en tout cas, à l'époque, entre 2013, il était très connu. Donc en 2013, il venait d'être finaliste de Top Chef, et puis il était vraiment très coté. Donc c'était l'invité surprise du dîner presque parfait, quoi. Mais moi, par contre, le truc, c'est que je le connaissais pas, Norbert, tu vois. Et genre, pendant l'émission, on nous dit que vous avez un invité surprise dans cette émission, dîner presque parfait. Que voici, retournez-vous, en pleine caméra, il nous filmait, voici Norbert. Ah, ok. Moi, je ne connaissais pas Norbert, tu vois. Les candidats étaient, oh, Norbert, oh là. Tu vois, ils étaient contents, tu vois. Et moi, ah, ouais, Norbert, oui, Norbert,
Moi, je connaissais même pas c'était qui Norbert, tu vois. Et puis, bon, après, en rentrant chez moi, après le tournage d'émission, je me suis tellement renseigné à l'époque. Je me suis mis sur l'ordinateur chez ma tante, là, à Noisy-le-Grand, pour voir qui c'est Norbert et tout. Après, c'est là que je me suis intéressé un peu de près à lui. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, c'était quelqu'un de connu. C'était un chef cuisinier reconnu au niveau du paysage audiovisuel français, par rapport à sa participation en tant que finaliste, qui a été finaliste en Top Chef 2012, si je ne me trompe pas. Voilà un peu. Ah ouais, franchement. Ouais. Et puis, il y a eu le tournage Dîner Presque Parfait, quoi, du lundi jusqu'au vendredi. Et moi, le jour où j'ai reçu chez moi, chez ma tante, bien évidemment, qui était censée être chez moi, donc c'est le mercredi que j'ai reçu chez moi, quoi. Et le tournage, ça s'est bien passé. Ils sont venus à 8h exactement du matin. Ils sont repartis, il était plus ou moins 4h du matin. C'était la plus grosse journée de tournage que j'ai eue de toute ma vie. T'as pris les 1000 balles ou pas? Non, malheureusement, j'avais pas gagné. J'ai eu la note de 6,2 sur 10. Franchement, je m'attendais pas à avoir une telle note. Et j'ai été dernier, quoi. Tu vois, il y a eu 2 gagnantes ex-aequo, Odile et Laurie à l'époque, qui avaient gagné les 1000 balles. Et puis, bon, Norbert était hors compétition, hein, étant donné que c'était l'invité. En fait, si tu veux, c'était un dîner presque parfait, spécial Norbert à Paris, quoi. Donc c'est lui il était plutôt l'invité. Et les 2 filles avaient gagné les 1000 balles, quoi, tu vois. Mais moi, honnêtement, franchement, à cette époque-là, j'étais tellement content, j'étais tellement dans l'engouement de participer, M6 et tout. Et ça te fait une expo. Une exposition. Et puis après, voilà, là, 2 mois et demi, 3 mois et demi, 3 mois après, vient le moment fatidique. La diffusion sur M6. À l'époque, un dîner presque parfait, c'était sur M6, hein, et non pas W9. Donc, je me rappellerai toujours le mercredi 1er mai 2013. Audrey. De toute ma vie, j'étais dépassé. Moi, à l'époque, j'avais un compte Twitter, mais j'y allais pas. Un pote m'appelle. Ecclésiaste, va sur Twitter, toute la France parle de toi. Je vais sur Twitter, je vois les hashtags, un dîner presque Ecclésiaste et tout. Sur Facebook, je vois je vois 1000 invitations, j'étais dépassé. Mais tu sais pourquoi? Ouais, raconte-moi. C'est même pas... En fait, c'est le tout. C'est même pas... Ouais. Tu sais, c'est même pas le plat en soi. Le plat... Ouais. Il est ce qu'il est, tu vois. Ouais. Mais c'est le fait d'avoir fait rigoler les gens, frère. C'était une dinguerie. Parce que même moi, j'en ai entendu parler, frérot. Ah ouais, à cette époque-là, on se connaissait pas. Ouais. Mais même moi, j'en ai entendu parler. Ouais. Et... tu connais, nous, comment on fonctionne, ça s'appelle, ouais, regarde l'émission M6 et tout. Exact, les gens ont rigolé, frère. Ouais, c'était quelque chose. À l'époque, c'était un raz-de-marée, c'était un truc de ouf. Et moi, je ne m'attendais pas que ça puisse faire un tel buzz. Et après, je vais revenir là-dessus sur un détail que très peu savent, que j'ai jamais dit. Je vais le dire pour la première fois là en interview. Le truc, c'est quoi? C'est que quelques semaines après le tournage du Dîner Presque Parfait, Studio 89 m'ont contacté, M6, hein, la boîte de prod qui produit le dîner, plus Pékin Express, tout ça. Ils m'ont dit, Ecclésiaste, on a vu les shots de l'émission, c'est chaud. C'est chaud. Il faut impérativement que tu participes à l'émission Dîner Presque Parfait, 2e chance des candidats les plus marquants de la saison. Parce qu'on sent que ça va faire quelque chose de terrible. Tu t'y attends peut-être pas, mais tu verras les conséquences, tu verras les retombées. Enfin, tu verras que lorsque l'émission sera diffusée, ça va être terrible. Et puis, ils m'ont contacté un vendredi pour me dire qu'il y a un tournage lundi, quoi. Et moi, j'étais étudiant, j'avais pour ceux qui sont les universitaires comprendront, j'avais des cours de TD, travaux dirigés. À l'époque, il y avait la bourse, tu vois, je pouvais pas manquer les TD. Échelon 6. Voilà. Et moi, je pouvais pas rater ça. Tu vois, je pouvais pas rater les cours. Donc je leur ai dit, j'ai décliné l'invitation, j'ai dit écoutez, malheureusement je ne peux pas, je l'ai TD, je suis à la fac. Si ça aurait été les cours magistraux toute la semaine, j'aurais manqué. Bien sûr. Et là, je leur ai dit non, c'est pas possible. Et puis voilà quoi. Mais franchement, je regrette pas d'avoir. Frérot, on était contents, nous, tu vois. On était contents. Et puis l'émission a eu. C'était le record d'audience de la semaine en fait. Hein. J'ai fait 1,4 million de téléspectateurs. Et ça, c'est en 2012. Hein. C'était diffusé le mercredi 1er mai 2013. D'accord. Sur M6. Mais frérot, là, on parle d'un dîner presque parfait. Ouais. Mais confession intime aussi. Voilà. Le buzz était tellement terrible. Je perds même les mots. Je perds même l'adjectif qualificatif. C'était tonitruant, le buzz. Je m'y attendais pas. Je vais revenir pour confession intime. Mais pour que les gens... Je vais me plonger dans le contexte. Vas-y. Tu te rends compte que, tu vois, moi, je pouvais pas sortir tranquillement, quoi.
même là où j'habitais à Reims, des gens me filmaient à tout moment. En fait, j'avais pas une vie tranquille. Les gens m'accostaient dans la rue, photos. Et, C'était un truc et de comment fou. tu te sentais à cette période-là quand En tu fait, voyais En fait, je réalisais pas, quoi, tu vois. En fait, si tu veux, toi qui aimes j'étais chasseur de stars. Et là, c'est les gens qui venaient prendre des photos avec moi. qui te chassait, tu vois. Ouais. Et tu vois, je me suis dit, ah, Dieu est grand. Le- Je me suis dit, Dieu est grand. Le chasseur chassait, l'arroseur Ouais. arrosé. Et genre, à l'époque, j'étais étudiant, tu vois. Mhm. Au-delà du fait d'acteur, tout ça, parce que j'avais aussi ma notoriété d'acteur au Canada, Prince du Ghetto, tout ça. On va y 2012. revenir après. Ouais. Faut Le truc, pas aller trop vite. Ouais. Et le truc, c'est quoi? C'est que j'avais un petit taf quand même en tant qu'étudiant. Je travaillais dans les écoles et tout, tu vois. Et il y a une meuf, une collègue, une Galsen, une franco-galsen qui me disait, hey, Ecclésiaste, ton truc, tu te rends compte que j'étais dans un restaurant sur Paris? Elle m'a juré que c'est vrai. Elle était dans un restaurant sur Paris et les gens parlaient de moi dans le restaurant, quoi. Ah ouais. Donc en fait, c'était un buzz. Les gens parlaient de moi, la France entière parlait de moi, quoi, par rapport à ça, tu vois, le dîner. Truc de ouf. Donc, tu vois, pour dire que, tu vois, c'était un buzz franchement exceptionnel, quoi, tu vois. Et puis, le buzz était tellement fort que Cyril Hanouna, big up à lui, Cyril Hanouna, tu vois. Parce que Cyril Hanouna, il me connaissait, tu vois. Il me surnommait Rolio, tu vois. À l'époque, il présentait l'émission avec Jean-Pierre Foucault à RTL. Ouais. J'ai oublié le nom de l'émission, ça m'échappe, en tout cas. Bref. Moi, quand je suis chasseur de stars, tu vois, je prenais des photos, tout ça. Il me dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais à prendre des photos? Tu vois, je lui parlais de moi parce que je faisais une photo, je lui montrais mon appareil photo numérique, tu vois. Et puis, il s'est souvenu. Et j'étais étonné quand, tu vois, il a parlé de moi dans son émission TPMP. Et puis, à la fin, il m'a dit, ah, il est très sympathique en plus. Tu vois, c'est là que j'ai compris qu'il s'est rappelé de moi, tu vois. Tu vois. Ouais, lourd. Ouais. Et je me suis rappelé, je me suis souvenu qu'il s'est rappelé de moi parce que il me surnommait à l'époque quand je le voyais à RTL, à la sortie du studio, il me surnommait Rolio. Tu vois, Rolio par rapport à Rolio Iglesias, tu vois. Parce que mon prénom c'est Iglesias, mais il me surnommait Rolio. Ah, Et pas puis, mal, pas mal. Ouais. Et du coup, tu vois, et c'est là quand dans le dîner, il a dit, on va parler maintenant dans ce qu'il ne fallait pas louper dans la télévision, on va parler du candidat Ecclésiaste. Ecclésiaste, Rulio, tout ça. Mais il voulait te faire une passe en même temps. Voilà, exactement, tu vois. Et c'est après que j'ai compris, ah mais ouais, il se souvient de moi, c'est un bon. Je me suis dit que c'est un bon ce gars-là, tu vois. Les gens aiment trop parler du mal à Cyril, mais Cyril Hanouna, c'est un bon parce qu'il n'oublie pas, tu vois. Ah ouais, Ouais. lourd. Et puis voilà quoi, tu vois, l'émission a fait un buzz énorme. Et après, j'ai été contacté par Aurélie Bélizy, que je salue d'ailleurs. Je sais qu'elle suit chacune de mes publications, certaines publications sur Facebook, quand je partage des trucs. Aurélie Bélizy qui travaillait sur TF1, qui était une journaliste sur TF1, elle m'a contacté. À l'époque, elle m'a dit que, écoute, si je te contacte, elle m'a contacté sur Facebook, hein. Elle m'a dit, si je te contacte, Ecclésiaste, on se connaît pas, mais mon copain m'a parlé de toi et tout, de ton émission, et j'ai vu les replays, franchement, on te veut pour une émission culte de TF1. En fait, si tu veux, elle n'avait pas vu l'émission le jour des diffusions, mais elle a eu des échos, tu vois, par son copain. Et puis après, elle-même, elle a regardé les replays, tout ça. Bref, tu vois, elle a vu que j'étais quelqu'un d'intéressant et tout. Et puis, elle m'a dit, écoute, par message, hein, sur ma fanpage Facebook à l'époque, vers le mois de mai, mi-mai, 2 semaines ou 3 semaines après le dîner presque parfait, elle me dit, j'ai une émission culte, je travaille pour une émission culte de TF1 et tout, et j'aimerais vraiment que tu puisses participer. Passe-moi ton numéro de téléphone, je vais t'expliquer tout par téléphone. Et puis on s'est appelé, on a communiqué, tout ça. Et puis elle me dit, bon, l'émission culte, en fait, je pense que tu dois certainement te poser la question, c'est quoi? Moi, je pensais à un truc comme c'est restauré, tout ça, tu vois. Elle m'a dit, en fait, cette émission, c'est Confession Intime. Je fais, ah ouais, ok. Et moi, Confession Intime, c'est une émission de Cassos, tu vois. T'as pas pensé à l'île de la tentation? Ah ouais, à l'époque, ouais, c'est vrai que l'île de la tentation, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que ça m'aurait peut-être l'île de la tentation, bon. Je sais pas, peut-être que j'aurais peut-être essayé. Non, il y a un truc, une émission que je voulais faire avec ma daronne, à l'époque, hein, c'était Qui va épouser mon fils. Ah ouais. Ma mère a dit, ouais, on peut faire cette émission ensemble. Ah ouais. Elle voulait que je fasse cette émission Qui va épouser mon fils, tu vois. Et puis on s'est dit avec ma mère, ouais, pourquoi pas. Mais après, bon, on a abandonné l'idée, quoi. Bref, tu vois. Donc, du coup, on m'a dit l'émission, c'était Confession Intime. Et moi, Confession Intime, comme tout jeune, à l'époque, on savait que c'est une émission de Cassos et tout. Fait, putain, je me vois pas dans Confession Intime. Après, je me suis dit, bon. Je me suis dit, c'est TF1. Parce que, on se replonge dans le contexte de l'époque.
Confession Intime était diffusé sur TF1 à l'époque. À l'époque, je pense que tu le sais. C'est vrai, oui. Je pense que tu le sais. Et les vrais savent. On regardait. Voilà. On regardait. Ça passait en deuxième partie de soirée. Et je me suis dit, TF1, l'une des premières chaînes d'Europe, tout ça. Je me suis dit, non, je vais pas laisser ça. Bah oui. Et à l'époque, tu vois, si tu veux, j'avais fait Le Prince du Ghetto et il était sur une plateforme VOD, tu vois, mon premier film. Et je me suis dit, ça va me permettre un petit peu d'avoir une visibilité, faire un petit coup de com' par rapport à ma carrière artistique au Canada, quoi. J'ai saisi l'opportunité, je dis ok, Rolly, pas de souci. Et puis tu vois, elle m'a dit écoute, la thématique, ça sera autour d'Hollywood, parce que j'ai vu que tu aimes bien l'univers hollywoodien. Dans Dîner presque parfait, tu as fait thématique hollywoodienne, tout ça. Je me suis dit ok. Et puis tu vois, on a fait l'émission et tout. Après, je veux dire une chose qui est vraie. C'est vrai que j'ai un petit peu. Surjoué. Ouais, Orly n'y est pour rien. Moi-même, j'ai voulu. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de naturel, je suis très jovial, je suis comique, tu vois. C'est pour ça que la presse, les médias m'ont surnommé le Eddie Murphy français, entre guillemets, bien sûr, tu vois. Parce que je suis quelqu'un qui aime faire rire les gens, quoi. J'aime bien faire le clown, des fois. C'est bien. Ouais, j'aime bien faire le clown. Et tu vois, les gens trouvaient ça drôle, quoi, tu vois. C'est bien, Aurélie est pour rien, Aurélie. Ça te rend sympathique, hein, faire rire les gens. C'est toujours... Et puis, tu vois, j'ai trouvé ça amusant, tu vois. Avec ma mère, on a trouvé ça amusant de faire un peu de la comédie, quoi, tu vois. Non, moi, je l'ai vu, l'épisode, moi. Je me rappelle, je l'avais vu, l'épisode. Il y a même à un moment donné, il y a un coach qui vient... Boubacar Niakate. Ouais, c'est un de mes potes aussi. Hein. Big up à Boubacar Niakate, un pote de moi des Boutards de Vernon dans le 2-7. Aïe. Ouais, big up à lui aussi. Donc, ouais, il était venu, c'était mon coach sportif et tout. Ouais. Et d'ailleurs, il est coach sportif aussi dans la vraie vie. Donc, il y avait aussi Victor Lecomte, un bon pote à moi qui habite Melan. Et puis, il y avait aussi Vincent Avenel, un pote aussi à moi. On les salue. On les salue, big up à eux qui avaient participé aussi à l'émission. Ouais. Donc, mais à un moment donné, il y a un professionnel qui vient te voir aussi. Papy. C'est celui qui a lancé Jamel Debbouze, qui a découvert Jamel Debbouze. Papy. Bon, c'est vrai qu'on s'est pas revu, ça fait fou. Depuis l'émission, on s'est pas revu, hein, tu vois, mais salutations à lui, hein, big up à lui, tu vois, parce que ses conseils, c'est vrai que tu vois, dans cette scène-là, tu vois, j'ai un peu surjoué le léopard, tout ça. J'ai fait un peu mon petit comique, hein, un peu mon clown, tu vois. La prod de Stéphane n'y était pour rien. C'est vrai que j'ai voulu en rajouter un peu plus parce que tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai compris à le Dîner presque parfait que pour que je garde ce buzz-là, il fallait que je puisse. Bah oui, pour qu'on parle de toi. Voilà. Ouais. Et effectivement, ça a marché parce que, devine quoi, le Dîner presque parfait, ça a été diffusé après sur certaines autres chaînes aussi. Plug RTL en Belgique et puis sur d'autres chaînes françaises, W9. Et puis, le Confession Intime, si tu veux, ça a été rediffusé à plus de 60 reprises. Ah ouais? Je dis bien à plus de 60 reprises. Sur TF1. Et puis sur la chaîne, la NT, la chaîne du groupe TF1, la NT1, NT1. Ouais, TFX aujourd'hui, je crois. Ouais, NT1. Donc ils l'ont rediffusé, c'était rediffusé quasiment chaque semaine, chaque mois, pendant jusqu'à 2019, 2020, c'était encore rediffusé, t'imagines? Et ça te fait quoi de te voir Ça fait tout drôle, tu vois, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais attends, mais t'as toujours 21 ans, quoi. À chaque fois, on te voit le thé, t'as 21 ans, t'as 21 ans. Je dis non, je suis 92, attends, on est en 2020, là, j'ai pas... Parce que les gens s'étonnent maintenant, mais Ecclesiastes, il passe toujours à la télé, il y a toujours marqué 21 ans. Je dis, mais attendez, réfléchissez un peu, vous êtes quoi? L'émission était tournée en 2013. Mais pourquoi à chaque fois, ils te remettent à la télé avec le même âge? Je dis, mais écoutez, c'est des rediffusions. En 2013, j'avais 21 ans, et là, on est en 2000, à l'époque, dans le contexte, là, on est en 2018, 2019, donc chaque année, j'ai un an de plus, quoi, tu vois. Bien sûr, bah oui. Donc, c'est ce que j'expliquais aux gens, parce que c'était rediffusé. Et puis après, des fois, tu vois, ça me saoulait un peu, je te cache pas. C'est vrai que ça me saoulait un peu, des fois, d'être rediffusé parce que, des fois, les gens pensaient que c'était moi dans la vraie vie, quoi. Tu vois, ils te réduisaient à ça, quoi. Ouais, or que tu vois, derrière ça, Ecclesiastes Lemba, c'est pas quelqu'un qui fait que la télé. Derrière ça, il y a plein de trucs que j'ai fait, quoi, tu vois. Cinéma, surtout le cinéma, tu vois. En parlant même de plein de trucs, justement, frérot. Comment tu te retrouves au Canada, frère? Du jour au lendemain, t'es en France, tu pars au Canada. Ouais. Tu pars, en fait... Quand tu pars au Canada, déjà, tu pars pourquoi? Ouais. Tu pars combien de temps? Qu'est-ce que tu y fais? Est-ce que tu étudies là-bas? Non, pas du tout. En fait, si tu veux, j'avais signé un pacte avec ma daronne, avec mes parents. Ils m'ont dit, si j'ai le bac, ils me laissent aller au Canada. J'ai eu peur quand t'as dit un pacte. Hein. Ah, ok. Le pacte, c'était quoi? Le pacte, c'était le deal, hein. Le pacte, c'est quoi? Le pacte, c'est Ecclesiastes. T'as ton bac, tu vas au Canada, tu fais ton truc, tu fais ton film. T'as pas ton bac, tu vas pas au Canada. Mais frérot, attends, frérot. Attends, tu viens de dire un truc important là.
t'as signé un deal avec tes parents comme quoi Mm. tu pouvais faire un film. Mm. Frérot, dans nos cultures à nous, Ouais, t'as vu, tu peux pas t'engager, entre guillemets, dans ce que tu veux. ouais. Tu vois de quoi je C'était parle? difficile. Ma daron n'était pas trop pour, en fait. Mais mon daron, tu vois, vu que c'est quelqu'un qui... mon daron, si tu veux, il est issu d'une famille artistique aussi. Ma daronne aussi, tu vois, mais si tu veux, mon daron un peu plus, parce que, tu vois, son petit frère, il est très connu, il est marié à l'une des plus grandes stars de la musique chrétienne du Congo, de Mhm. l'Afrique centrale. Et du coup, il a cet aspect artistique, il a un regard très différent, quoi, tu vois. Donc, parce que son petit frère est marié à, bon, pour les Congolais et les gens de l'Afrique centrale connaîtront, à Laurent Bongo Lemba. Laurent Bongo Lemba, qui est une chanteuse chrétienne. Et du coup, tu vois, mon père, lui, il s'est dit que, ah, voilà, tu vas suivre les traces de ton oncle qui est dans le domaine artistique. Et lui, il était content. Mais ma mère était un peu réticente. Elle dit, ah, le Canada, faire un film là-bas, c'est loin. J'avais 19 ans à l'époque. Ma mère était, tu sais, les mamans africaines, elles sont très, très protectrices. Elle avait peur et tout. Elle n'était pas très partante, mais après, elle a fini par accepter, quoi, tu vois. Elle était inquiète et tout, tu vois, partir au Parce Canada. que, frérot, Ouais, on en connaît des gens qui ont voulu être footballeurs, leurs parents. Tu ils sais, voulaient c'est comme pas. la phrase de Despo qui dit, Desporuti. Desporuti, dans ouais. Inenregistrable, qui dit Ouais. le daron me disait, va à l'école, le foot, ça sert à rien, petit. Ils ont regretté quand ils ont vu le salaire de Zizou dans l'équipe. Ouais, Tu si, vois si. cette Je phrase? connais cette Et punchline de j'en Despo. parlais avec un ami à moi, Big Up, Vieux Zaïm. On parlait de ça il y a quelques temps. Ouais, Et on disait, ouais, en fait, on parlait, tu sais, des fois des rêves que les parents, tu sais, médecins, ouais. avocats, tu vois. Avocat, ouais. Et quand tu veux faire ce que toi tu veux, c'est Ouais, chaud. C'est pour ça c'est que je te chaud. disais que Ouais. toi, au niveau, je me suis dit, comment t'as fait? Et en plus, t'es parti à 19 ans au Canada. 19 ans, tout à fait, 19 ans et demi, tout à fait. Alors, je replonge dans le contexte, si tu veux. C'est le 19 août 2011 Mhm. que je quitte la France pour Ok. aller vivre au Canada pendant Ok. 6 mois. En fait, si tu veux, je communique avec le réalisateur Mhm. pendant de 2010 à 2011, on communique par téléphone Ouais. et par Facebook. Mhm. Moi, j'ai découvert le réalisateur grâce à ses vidéos de courts-métrages, moyens-métrages, documentaires sur Internet. Et puis c'est à partir de là que je l'ai contacté sur Facebook. Je lui ai envoyé un email aussi. Je me suis présenté, je suis Ecclésiaste Lemba, jeune français d'origine congolaise, vivant en France. J'ai un scénario de film en tête et sur papier et que j'ai mis bien évidemment sur papier, sur Microsoft Word. J'aimerais bien te soumettre ça pour que tu puisses regarder, si c'est possible qu'on puisse collaborer ensemble. Et puis et puis on verra pour ce qui concerne le budget et tout par la suite, quoi. Et puis il a vu l'idée formidable, un jeune de France le contacter, il a trouvé ça extraordinaire, big up à lui. Je les donne encore un mail. Et puis il a apprécié cette approche que j'ai fait. Et puis on a commencé. Pendant un an, on a préparé le tournage dans les moindres détails, quoi. À savoir qu'on communiquait seulement que par téléphone. Par téléphone, Mhm. Facebook. 2011, il n'y avait pas encore tous ces trucs-là qu'il y a maintenant, quoi, tu vois. Donc Facebook et téléphone. Et puis on s'est vu pour la première fois. Et puis, si tu veux, le 70% du recrutement des acteurs s'est effectué via la plateforme, le réseau social Facebook. Donc c'est moi qui ai Ok. contacté. Après, j'ai fait des annonces sur certains groupes Facebook, pigistes, excusez-moi, du Québec et tout, recherche d'acteurs, recherche d'actrices et tout, tu vois. Donc c'est moi qui ai entrepris la démarche, quoi. 70%, 2 acteurs sur 3 qui ont été trouvés pour le film Le Prince du Ghetto, c'est moi qui les avais trouvés, quoi. Après, le reste, ça s'est fait sur place, quoi. Et puis, une fois que j'arrive à Montréal, je suis accueilli. Le premier jour, je me rappellerai toujours, le premier jour où j'arrive à Montréal, aéroport de Trudeau, à Montréal, j'arrive. Ouais, c'est ça, Pierre-Éliott Trudeau. Ouais, c'est ça. L'aéroport international de Montréal. Je suis accueilli par le réalisateur et puis quelques acteurs du film et tout. Ils m'accueillent et tout. Le soir même, chilling. Chilling à Montréal, les gens d'MTL savent c'est quoi. Chilling, c'est genre une petite fête, quoi. Il y avait des filles, tout ça. Il y avait des gens. Ouais, j'étais au paradis, quoi. C'est là que j'ai découvert vraiment l'Amérique, c'est exceptionnel, quoi. Je n'ai pas regretté, quoi. Et puis, le 20 août jusqu'au 1er septembre, on a planifié les réunions, préparatifs, lieu de tournage, dernier ajustement, tout ça. Et puis après, on a commencé le tournage, quoi. À savoir qu'on avait déjà prévu le budget. Le budget était déjà fixé et tout était fixé parce que pendant les un an là, je travaillais à côté. Je travaillais au McDonald's. Je travaillais au McDonald's, je faisais des petits business et tout. Et puis, il y a un petit deal aussi que je faisais, c'est que tu vois, j'avais revendu certaines photos que j'avais faites avec les stars à des magazines comme Voici.
Et j'avais quand même des sous de côté, quoi. J'avais 19 ans, certes, tu vois, mais j'avais quand même de quoi de côté, quoi, tu vois, qui m'a permis de financer ce film, quoi. Et J'avais donc, des économies frérot, et tout ça, ouais. tu pars au Canada pour faire un film. Un film, un long métrage, un vrai film, un long métrage, un film gangster. Mais En tant que producteur, scénariste et acteur principal du film Le Prince du Ghetto. on va y revenir Ouais. justement. Mais attends, frérot, Hmm. tu pars au Canada, tu fais ton film. Euh, Cette fibre artistique, elle te vient d'où de quand tu étais vraiment petit, le fait de vouloir te montrer, Ouais. et tu t'es dit, je vais être acteur. Ouais, Je vais. en fait, depuis tout petit, c'est vrai que j'ai certains souvenirs, même mes parents me le disent, me l'ont toujours dit lorsque j'étais petit, j'étais toujours quelqu'un d'extraverti, quoi. Et même les gens qui m'ont connu petit, même Tantine Betty pourra te le dire, hein. Le mariage d'une tantine, de ta tante, Tantine Betty, j'ai une vidéo qui existe encore, je pourrais te montrer un de ces quatre, off, tu vois, en caméra, où j'allais voler leur cadeau de mariage, tu vois. Donc j'étais quelqu'un, tu vois, dans les fêtes, tu vois, 2 ans et les images. Moi, mon père, tu vois, quand j'avais déjà 1 an et demi, 2 ans, il filmait tout ce que je faisais. C'est pour ça que des fois, tu vois, sur les réseaux sociaux, je peux partager parfois des vidéos de quand j'étais petit, 2 ans, Oui, 3 oui, ans. oui, oui. Et tu vois, si tu veux, depuis tout petit, ma vie de l'enfance, c'était comme une télé-réalité, quoi. Il me filmait quand je faisais les courses avec maman, tout ça. Donc j'étais habitué à l'univers des caméras. Et la caméra, j'ai jamais eu peur de ça. Je suis quelqu'un de très à l'aise face à la caméra, tu vois. Et depuis tout petit, j'ai toujours aimé être jovial, quoi, faire rire. J'ai fait un peu du théâtre aussi en primaire et tout, tu vois. Et tout ça a fait que, tu vois, j'ai voulu vraiment. J'avais cette vocation à être dans le cinéma, quoi. Mais frérot, tu vas au Canada et tout. Ouais. Pourquoi tu fais pas du cinéma en France? C'est quoi il y a des blocages, il y a quoi en fait? En fait, honnêtement, la France, ça m'attirait pas vraiment pour faire du cinéma en France. Moi, si tu veux, j'ai baigné dans une culture gangsta, tu vois. Tu vois, mon grand frère, si tu veux, Fanfan, que je salue, tu vois, lui, c'était quelqu'un, il aimait trop la culture gangsta, West Coast, tout ça. Et tu vois, moi, les premiers films que je voyais, tu vois, les enfants de 4, 5 ans, 6 ans, les premiers films qu'ils vont voir, c'est La Belle au bois dormant, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Moi, les premiers, déjà, pour donner une idée, j'ai pas honte de le dire, hein. Moi, à 4 ans, 3 ans et demi, je regardais Les Feux de l'amour avec ma daronne, hein. Et j'aimais ça. Ah frérot, Les Feux de l'amour, j'aimais ça. Les Feux de l'amour. Amour, gloire et beauté, jusqu'à l'âge de Victor Newman. Victor Newman, Jack Abbott, tout ça, tu vois, Neil Winters, personnage, Neil Winters. En fait, de mes 3 ans et demi jusqu'à mes 18 ans, après quand je partais 19 ans, quand je partais au Canada, je regardais Les Feux de l'amour. Parfois, il m'arrivait de sécher les cours pour J'ai regarder un de Les mes Feux de l'amour. frérots qui regarde encore. Hein. Capitaine Crochet, je vais pas Ouais. dire son prénom, mais Capitaine Crochet. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. On va pas l'afficher ici. Donc le truc, c'est que tu vois, moi, depuis tout petit, je regardais les séries, films, et même les films Boys in the Hood, Modern Society, c'est des films que j'ai regardés dès le bas âge, quoi, tu vois, dès 7, 8 ans, je regardais les films gangsta, tu vois, donc Jack City, cassette VHS, tu vois, donc j'ai baigné dans une culture afro-américaine, quoi, tu vois, donc j'ai toujours été attiré par l'Amérique, quoi. À la base, je devais pas aller au Canada. Mon rêve, c'était d'aller à Los Angeles, aux États-Unis, tu vois, j'avais déjà des connexions là-bas. Mais le truc, c'est quoi? Il y a eu une barrière, c'était la barrière de la langue de Shakespeare. Étant donné que je suis francophone, que je suis nul en anglais, donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, fin 2009, je me suis dit, bon, étant donné que l'anglais c'est chaud pour moi, je vais me limiter plutôt à la partie francophone au Québec. Et c'est là que 2010, tu vois, j'ai contacté Jason Coramel, tout ça, je l'ai découvert sur Internet, que je me suis dit, ce film que je tournerai, le tout premier film, Le Prince du Ghetto, il sera tourné à Montréal. Parce que Montréal, si tu veux, c'est l'univers, c'est l'endroit idéal pour tourner un film. Tu vois, beaucoup de productions américaines viennent tourner à Montréal parce que c'est moins cher qu'à Hollywood, qu'à Los Angeles. C'est bien de le souligner, ça. Exactement. Et du coup, Montréal, pour moi, c'est l'univers parfait. Parfait parce que tu vois, le film, le thème, c'était les gangs de rue. Street gang, la guerre des gangs, tout ça. Tu vois, l'univers des gangs, tu vois. Et justement, Montréal, c'est une ville qui est sous l'influence, un petit peu dans certains quartiers, des gangs de rue, tout ça, tu vois, les bleus, les rouges, les bloods, les crips, tu vois. C'est pour ça que tu verras dans Le Prince du Ghetto, certains de ces acteurs sont des anciens bloods, certains crips et tout, tu vois. Ils se reconnaîtront. Bon, je vais pas dire les blasts, tu vois, je dirais pas lesquels, ils se reconnaîtront. Et c'est de ce fait que j'ai voulu vraiment tourner le premier film à Montréal, quoi, tu vois. Ok. Donc, tu tournes ce film. À 19 ans, en tant que producteur, scénariste, acteur principal. Franchement, respect. Ouais. Respect. C'est pas... Merci. Et donc, tu tournes ce film-là. Ouais.
Quelle est la réception, les critiques Ouais. de la profession, les réceptions du public? Qu'est-ce qui Mm. se passe en fait? En fait, si tu veux, c'était un tout premier film. Et quand je le regarde, on est en 2022, là 2023, Ouais. 12 ans après, je le regarde. Je m'aperçois que, tu vois, c'était un tout premier film. Et je me dis, putain, j'ai Tu vois fait des ça. imperfections? Ouais, je vois beaucoup d'imperfections, tu vois, parce que c'était un début. Après, je me dis que, tu vois, beaucoup me disent, mais attends, c'était ton premier film. Tu l'as fait avec 10 000 dollars de budget, 10 000 dollars canadiens. C'est pas rien, tu vois. Bah oui. Et beaucoup m'ont dit que c'est quand même ce que j'ai pu faire, tu vois, 19 ans. Personne n'a fait, quoi. Il y a aucun. Je suis le plus jeune noir de France à avoir tourné un film gangster en Bah, Amérique du Nord, quoi. Il y a personne qui l'a fait jusqu'à présent, à l'âge que j'avais, quoi, tu vois. Et j'étais le premier à le faire. C'était culotté, quoi, tu vois. Mais grave. C'était Mais culotté, tu vois. tu peux pas. En Mm. fait, pour moi, Mm. certes, t'as ton autocritique, t'as les critiques, etc. Mm. Mais en fait, l'audace, le culot. Le tu culot, vois. voilà. C'est ça qui a vraiment fait, comment dirais-je, qui a vraiment intéressé les gens, quoi. Voir un jeune venu de France avec son argent produire, scénariser un film de tel et tout, tu vois. Les gens ont apprécié, quoi, le Et, là, contexte et tout. et justement, comment il a été reçu le film? Alors, les critiques, il y avait pas mal de critiques qui étaient négatives aussi, tu vois, par rapport au fait que c'est un film qui caricaturait un petit peu trop les gangs de rue, tout ça de Mm. Montréal. Ça, c'est vrai, tu vois. Et après, il y a eu aussi des critiques positives. Ils m'ont dit que beaucoup m'ont dit que c'est pour un premier film indépendant, je précise, c'est des films indépendants. Hein. C'est pas un film qui a été produit par Sodec Film ou Téléfilm Canada. C'est 100% indépendant, ce qui a été financé, grande partie par moi, avec aussi un des gars à moi de Montréal à l'époque, qui a mis un peu la main dans la pâte, tu vois, pour certaines voitures, des belles voitures qu'on a eues, des Cadillac et tout. Il a mis la main dans la pâte. Il a acheté une Cadillac à l'époque à 7 000 dollars, je crois, pour le film. Enfin, pour lui, mais aussi pour le film. Il m'a dit Lemba, parce qu'il m'appelle Lemba. Il m'a dit Lemba, pour le film, j'achète cette voiture-là, tu vois. Ça puisse mettre un peu un petit côté, une petite touche gangsta au film et tout. Il a acheté, tu vois, et big up à lui, parce que tu vois, 7 000 dollars, c'est pas donné, quoi. Il avait acheté à l'époque. Bref, tout ça pour dire que tu vois, il y avait des critiques positives et négatives. C'était très mitigé, quoi. Mais moi, avec le recul, tu vois, je dirais que, tu vois, si tu veux, si c'était à refaire, je referais le film, à l'époque, bien sûr, pour perfectionner certains détails, quoi, tu vois, parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs. J'avais 19 ans, j'étais encore jeune, tu vois, je débutais dans l'univers du cinéma. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y avait des imperfections, quoi. Donc, avec le recul, je me dis que c'est... Avec des si, on refait le monde, frérot. Voilà. Mais il faut te dire que Hmm. l'initiative, tu vois, cet L'initiative, ouais. esprit entrepreneurial, tu vois, même Ouais. comme on dit aujourd'hui, le Ouais. mindset, fallait l'avoir, tu vois. C'est Absolument. pas tout le monde à 19-20 ans qui se dit je vais tourner un film, surtout dans un pays étranger qui n'est pas le Étranger. tien, tu vois. En Amérique du Nord, surtout, tu C'est vois. ça. Aller au Et, culot. et après, oui, le jeu d'acteur, etc., on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Mais c'est Ouais. pas le plus important. Moi, ce que je retiens, Mm. c'est l'initiative. tu vois. L'initiative, ouais. Parce que pour moi, c'est fou. C'est 20 ans. 19 ans et tout, ouais. c'est- Ouais, à l'époque, c'était vraiment ceux qui vraiment faisaient ce qui faisait, en fait, vous m'excuserez, parfois j'ai un peu là des mots québécois, capoter, c'est-à-dire qui a impressionné les gens. Au Québec, on dit capoter. Ce qui a impressionné les gens, c'est que tu vois, voir un gars venir de France faire ça. Après, à l'époque, on l'avait mis sur une plateforme, Filmo TV et tout, pour que je puisse avoir quand même quelques revenus et tout par rapport au film. Bon, ça n'avait pas vraiment trop marché en France et tout, certes, mais il a été diffusé dans certaines salles de cinéma, une à Québec et une à Montréal. Et puis après, après Filmo TV, on l'avait mis sur YouTube. Et ça a fait un buzz de ouf sur YouTube, je ne m'attendais pas, tu vois. Il a eu plus de 800 000 vues. Tu vois, si tu veux, c'est devenu le film gangster canadien indépendant le plus vu sur YouTube, quoi, tu vois. Donc il a même tapé au niveau des vues les films produits par des grosses boîtes de prod canadiennes, des films gangsters qui ont même pas fait les 100 000 vues. Nous, on a fait 800 000 vues, tu vois. C'est lourd. Et tu vois, c'est ça que je me quand même. Franchement, si on avait eu du budget, on aurait pu faire un film qui aurait peut-être atteint les millions de vues, quoi, tu Bah vois. oui, c'est ça. Mm. Mais après, donc, tu fais ce premier film, Ouais. mais tu t'arrêtes pas là, carrément. Ouais, je m'arrête pas là. Après, je fais un deuxième film, cette fois-ci, plus gros film, plus de budget, plus de gros moyens et plus de gros bras, tu vois. Deuxième film, si tu veux, en fait, c'est Welcome to Montréal. Le déclic, ça a été quoi? C'est que tu vois, quand j'ai fait les émissions, là, Dîner presque parfait, ainsi que Profession intime, Mhm. et aussi Total Blackout, c'est une autre émission aussi, moins connue, mais qui est aussi pas mal, sur W9, les gens m'ont dit,
il y a un de mes cousins de Belgique, Landry, qui m'a dit il faut que tu fasses un film qui parlera, qui se rapproche un peu de ta personnalité, joviale, comique et tout. C'est très important parce que les gens ton dîner presque parfait. Les gens m'ont même dit que franchement, en lingala, hein, il y a des darons congolais qui disent ah, Eddie Murphy à Kosa. À Kosa. Donc, c'est-à-dire que Eddie Murphy nous a menti parce qu'il nous fait rire. Mais ce que tu as fait, ton dîner presque parfait, tu nous as fait plier. Tu as mis des chaos techniques chez nous, tu vois. Donc les gens m'ont poussé à faire un film comique, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai mis l'idée de Welcome to Montréal, de faire un film d'action, comédie policière. C'est ainsi que j'ai joué ce rôle dans ce film de comique, de policier comique. Un film que j'ai produit avec un budget de 50 000 $ canadiens quand même, tu vois, que j'ai produit, que j'ai scénarisé bien évidemment, et dans lequel je suis acteur principal, quoi. Donc, toujours avec le même réalisateur. Jason Coramel, toujours oui. et tout. Et ce film-là, si tu veux, c'était vraiment, je crois, c'est l'un des plus gros projets à ce jour. Hein. Il y en aura d'autres, bien évidemment, par la grâce de Dieu. C'est l'un des plus gros projets que j'ai réalisé dans ma vie sur le plan artistique. C'est un film, vraiment, j'ai mis tous les gros moyens. J'ai loué des voitures de police, hélicoptères, bateaux. J'ai failli avoir une ambulance, mais après, finalement, on a l'idée. Donc, et puis, j'ai eu des grosses têtes, tu vois, des gros bras, tu vois, des gens de la... J'ai eu des latinos, des vrais OG, original gangsta, des vrais vétérans. Les vétérans, des gars vraiment qui sont expérimentés dans le milieu de la rue, quoi, tu vois. Donc, des gros bras, des latinos, les Jamaïcains, les Bomboclats, Rasta, Bomboclats. Tu sais, les vrais gangsters jamaïcains. Tu sais, honnêtement, sans manquer de respect j'ai grandi en banlieue ici, tu vois, mais j'ai grandi ici en banlieue, en France. On ne peut pas comparer les gangsters en Amérique et les gangsters d'ici. Là-bas, c'est un autre monde. Là-bas, c'est des vrais. Et dans le film Welcome to Montréal, si tu veux, une anecdote que je vais raconter, en fait, ce qui est fou, c'est que tu vois... Ah, c'est un scoop hein, que je raconte. Tellement qu'il y avait dans ce film-là, si tu veux, il y avait des gens un peu... Je ne vais pas aller dans les détails, tu avais des gens qui étaient dans le milieu du crime organisé, tu vois. Des gros G qui étaient dedans, tu vois. Tu as même des policiers qui sont venus en civil voir le film, quoi. Ah ouais. Tu as même des policiers en civil qui étaient dans la salle, venus voir le film, quoi, tu vois. Pendant les projections au Québec et tout. Ça pour dire que, tu vois, dans ce film-là, en fait, si tu veux, moi, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'étais aussi directeur de casting hein, pour ce film-là. Donc, tous les acteurs, actrices qui vont jouer pour le film sont censés passer par moi, tu vois. Moi, j'étais cash, je dis, écoutez, moi, je suis quelqu'un d'humble. À partir du moment, moi, je voulais des gens vrais. Parce que dans le premier film, on m'a reproché que, ouais, il y a trop de bébés, de jeunes, il y a trop de jeunes dans le film. Moi, je dis, ok, puisque c'est comme ça, dans le deuxième film, vous allez voir des vrais. J'ai été prendre des vrais, tu vois. Petite anecdote, tu vois. Il y avait une scène comme ça, une scène qu'on avait tournée dans un parking et tout. J'ai appelé un pote à moi. J'ai dit, écoute, il nous manque un figurant. J'ai dit, ah ouais, j'ai un gars qui vient de sortir du fédéral, prison fédérale et tout, ça fait quelques heures et tout, il est sur Montréal et tout, il aimerait bien figurer dans ton film. Je dis, ok. Par contre, tu lui fais un costard. Il dit, ah, j'ai pas de costard, désolé et tout. Il est parti louer un smoking, et puis il est venu dans la scène et tout, tu vois. Ça, c'est quelque chose, tu vois, les gens auraient peur. Quelqu'un qui sort de prison, tu le mets un figurant dans ton film, tu vois. C'est grave de ouf. Ouais, mais moi, tu vois, j'avais pas peur, parce que, tu vois, j'étais entouré de gens qui sont dans le milieu, tu vois, et je me sentais en sécurité, quoi, tu vois. Et puis moi, justement, pour la crédibilité, pour certains rôles de mafieux, de gangsters dans mon film, moi, je voulais des vrais. Je voulais des vrais. Après, bon, il y avait des vrais, il y avait aussi certains qui sont dans le milieu et tout, tu vois. Donc, il fallait qu'il ait quand même une certaine crédibilité, quoi, tu vois, dans les visages. Quand tu vois les visages, tu vois, là, c'est l'affiche de Welcome to Montréal. Quand tu vois certains visages, certains sont pas là, hein, tu vois, il y a 200 participants. Quand tu vois ce film, tu vois certains visages, tu te dis, putain, lui là, c'est un vrai des vrais. Lui là, c'est un faux. Lui, c'est un vrai des vrais. Donc, tout ça pour dire que, tu vois, dans ce film-là, il y a 200 participants. Et c'est le film canadien où tu retrouves le plus de diversité dans l'histoire du cinéma québécois. Oui, 43 nationalités. 43 nationalités différentes. Et en plus, j'ai vu aussi que tu disais que, dans une précédente interview, que tu as mis en avant la communauté, au-delà de la diversité, la communauté latino-américaine au Canada. Parce qu'on la connaît aux États-Unis, mais un peu moins au Canada. Exactement. Tu es très observateur aussi. Chapeau. Coup de chapeau, franchement. Et, mais juste un truc.
communauté hispanophone latino, ouais, tout à fait. Un truc. Comment tu fais pour passer de Nick Wilson, le plus grand gangster de Montréal, Ouais. à un policier? Ouais. Ben, en fait, si tu veux, le rôle de policier, c'est quelque chose qui se rapproche un peu de ma personnalité joviale dans la vraie vie de tous les jours, tu vois. Et tu vois, il y a des scènes loufoques où tu vois, genre, je fais des trucs un petit peu. Certains, j'encourage les gens à voir le film pour comprendre. Je fais des trucs de ouf, quoi, des trucs comiques, tu vois. Le flic qui lâche un P, qui pète sur les suspects, sur les dealers, des choses. La torture congolaise du bandundu. Une scène un peu drôle, tu vois. D'autres ont aimé, certains ont trouvé ça un peu trop vulgaire. Bon. Et bref, tu vois, en fait, si tu veux, c'était un jeu d'enfant pour moi d'être policier parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire sur le plan fictif. Quoi. J'ai toujours voulu être. Mes inspirations au niveau film, comédie policière ont été Chris Tucker, Martin Lawrence, Will Smith dans Bad Boys ou encore Eddie Murphy dans Beverly Hills, flic des Beverly Hills. Ça a été mes sources d'inspiration dans le rôle de policier comique, quoi, tu vois. Donc je me suis retrouvé face à un dilemme qui était exceptionnel pour moi. J'ai vraiment aimé l'expérience, quoi. Et ça n'a pas été difficile pour moi. Mais, je reprends dans le contexte. 2 mois et demi avant le tournage, j'ai eu un petit... c'était appel à panique. J'ai eu une paralysie faciale. Dans le côté gauche de mon visage, j'étais paralysé. Donc, j'avais le visage paralysé de ce côté-là, tu vois. D'ailleurs, j'ai gardé une petite séquelle, hein, tu vois. C'est d'origine virale, tu vois. T'as pas mal de stars américaines qui ont eu ça. Hein. Donc, Sylvester Stallone, je pense que vous le connaissez tous. Lui, il a ça, par exemple. Belle paralysie, on appelle ça. Paralysie faciale. Et t'as Jean Chrétien, l'ancien premier ministre du Québec, qui a eu ça. Donc, beaucoup de... Même Katie Holmes, ça. Comment ça s'appelle Katie Holmes, ouais. l'ex-femme de Tom Cruise. Oui. Elle aussi, elle a eu ça, tu vois, tu le constates. Bref, tout ça pour dire que, tu vois, j'avais eu ça. Et il a fallu que je puisse faire des séances d'acupuncture. Et puis, quelques jours avant le tournage, ça s'améliorait pas tellement. J'ai dû recours à l'électro-acupuncture. C'est très dangereux et c'est très, très dangereux, ça. Hein. Enfin, pas très dangereux, c'est risqué. Et j'ai fait ça, tu vois, pour que ça puisse réveiller les nerfs de mon visage, pour que je puisse avoir un visage plutôt symétrique, normal, quoi. Donc ça m'a aidé, mais moi, je voulais être à 100% pour le film, pour mon rôle. Et je me suis surpassé. Tu vois, c'est bien que c'est difficile parfois. Des fois, il fallait que je respecte un certain temps de repos, que je puisse dormir beaucoup, parce que quand je dormais pas assez, j'avais le visage qui gonflait un peu. Bref, en tout cas, ça n'a pas été très facile. Parce que, dites-vous que j'avais, à l'époque de Welcome to Montréal, j'avais 23 ans lors du tournage. À 23 ans, je dirigeais un plateau de plus de 200 participants, tu vois. J'étais non seulement directeur de casting, acteur, scénariste, producteur, donc je faisais tout à la fois. Et le réalisateur, c'était Jason Coramel, tu vois. Donc il fallait que je puisse être dans l'acting, et puis il fallait aussi que je puisse préparer les acteurs. Il y avait aussi, bien évidemment, Alexandre Fortier, qui était là pour nous assister, un autre du staff et tout. Et puis c'était pas facile, je faisais tout à la fois, quoi. Tu vois, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, que c'est pas facile. On voyait les films, vous pensez, oh, film, c'est rien, je peux faire un film. Faire un film, c'est pas facile. Faire un court-métrage, tout le monde peut le faire, mais faire un long-métrage en Amérique, ce n'est pas chose facile. Et c'était pas facile. Mais j'ai réussi parce que j'avais t'as cité quelque chose dans ton intro, j'avais cette combativité, ce cran, l'audace. Donc j'ai eu ça, et je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, je veux le finir. Et frérot, t'as pas peur de l'échec, toi? Non, franchement, j'ai pas peur de l'échec, tu vois. Je vais le dire, là, je vais le dire ouvertement, tu vois, aux spectateurs qui verront l'émission. Moi, je suis quelqu'un, j'ai peur de rien, quoi. J'ai peur que de Dieu, quoi, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est que les films que j'ai produits, tout ça et tout, j'ai plus dépensé que gagné, tu vois. Ça m'a rien rapporté financièrement. Bon, ça m'a pas rapporté énormément. Franchement, honnêtement, ça m'a rien rapporté, pour être franc. Ça m'a peut-être rapporté rien, honnêtement rien, financièrement. Mais en visibilité, ça m'a fait que grandir et tout, tu vois. Ça m'a fait connaître au niveau du Québec, de Montréal, au niveau de la France aussi, certes. Et puis aussi au Congo, bien évidemment, au pays d'origine. Mais financièrement, ça m'a rien apporté. Mais moi, je m'en fous de l'argent. L'argent, Alpha 520, rappeur que certains connaissent, Ousmane Badara, il disait toujours, l'argent, c'est rien, le respect, c'est tout. Exactement. Je suis chrétien, l'argent, c'est vanité. Tu vois, l'argent, c'est rien. Je me dis que l'argent, c'est rien. Même si je dépensais 10 000 $ pour le premier film, 50 000 $ pour le deuxième film. Donc ça veut dire, toi, tu doutes pas, tu fonces. Doute pas, je fonce, quoi. Parce que les œuvres resteront, tu vois. Un jour, je peux mourir et tout.
les œuvres resteront, quoi, tu vois. Tu vois, les œuvres resteront, les gens se souviendront de ah, Ecclesiastes Lemba, Bah oui. tout ça, les œuvres resteront, quoi, tu vois, de génération en génération, ils se souviendront, quoi. Mm, Et frérot, mm, tu fais ce deuxième film, il sort. mm. Comme tout à l'heure, je te demandais, Ouais. les critiques. La réception, les critiques. Il a eu une meilleure réception au niveau du Québec que le premier. Parce que Ok. il y avait beaucoup plus de grosses têtes dans le film. Ouais. Tu as eu des actrices reconnues, qui étaient reconnues dans la scène montréalaise, Mhm. notamment paix à son âme, Daralo. Daralo, je la montre, paix à son âme, elle est également dans la fiche du film, là, un peu en bas. Bref, paix à son âme, Daralo, qui est décédée. C'était une Paix actrice à qui son avait joué âme. dans un film connu au niveau de Montréal, Boom Rush, un film d'action connu, Mhm. qui avait très bien marché. Elle avait eu le prix de la meilleure actrice dans Boom Rush. Et moi, pour ce film-là, Welcome to Montréal, je voulais marquer le coup. Je voulais prendre des acteurs connus de la scène montréalaise, quoi. J'ai été prendre Daralo, meilleure actrice de Boom Rush. Moi, j'étais en admiration sur cette femme-là. C'était une des actrices phares de ce film Boom Rush. Je prends Daralo. Je pique Daralo à Michel Jeté, le réalisateur de Boom Rush. Je prends Daralo. Je la fais jouer dans Welcome to Montréal. Je prends Robert Pace, l'acteur principal de Boom Rush. C'est celui qui est dans la fiche du film Boom Rush. Acteur reconnu aussi au niveau de la scène montréalaise. Je Mhm. prends Robert Pace. Je prends Steve Nash, un acteur qui a joué dans une série policière montréalaise connue, Unité 9. Je prends Steve Nash. Je prends après d'autres. Je prends des rappeurs, des mecs connus de la rue, de la street. Des vrais gars qui sont connus de la rue, quoi, tu vois, qui sont reconnus dans la rue, tu vois. Des gars comme les Action Man, OG Action Man, tu vois, un vrai de vrai, tu vois, le voici là, c'est un frérot à moi, un vrai OG, un vrai de vrai, qui a d'ailleurs connu, parce qu'il a vécu aussi à LA, à Los Angeles, il a connu même True Knight. Ok, ok, Ouais, ok. donc il y a des vrais dans ces films, tu vois. Suge Knight. Ouais. Et Et, donc, très bonne donc, réception, ouais, il y a eu des critique. vrais. En tout cas, il y a eu beaucoup. Je peux pas citer tous les acteurs qu'il y a eu, mais en tout cas, des gens reconnus dans la scène montréalaise, dans Ok. la rue, dans la street, dans le game, dans le milieu du visuel, tout ça. Ouais. C'est très très bien. Mm. Et frérot, donc suite à ce film-là, Ouais. je sais que tu as été nominé dans des trophées au niveau de l'Afrique. Absolument. Ouais. Est-ce que tu peux... Ouais. En tout T'as cas, t'as gagné des trophées? ouais, plusieurs trophées au niveau du continent africain. En tout cas, pour moi, la consécration, ça a été lorsque j'ai reçu. Je devais m'y rendre, mais malheureusement, j'ai pas pu m'y rendre finalement parce que ce qui s'est passé, c'est que l'organisation d'African Talent Awards m'envoie. À l'époque, il y avait. À cette époque-là, le contexte, c'est qu'il y avait le Covid et tout 2020, Mhm. fin 2020. Il y avait le Covid, tout ça, il fallait faire plein de séries de tests et tout. Bref. Le truc, c'est le comité d'African Talent Awards m'envoie le billet d'avion, genre 2 jours avant l'événement. Et c'était impossible que le temps du visa, le temps de test Covid, tout ça. Bref, ils m'ont payé. Et puis moi, j'ai pas pu y aller, quoi. Bref, en tout cas, si tu veux, African Talent Awards, c'est l'un des événements phares de l'année à Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc, j'étais nominé dans 4 catégories. Meilleur acteur africain de l'année, meilleur film international africain de l'année, meilleure réalisation, tout ça, pas mal de. J'étais nominé dans 4 catégories. Et j'ai eu le prix du meilleur film international africain de l'année. J'étais nominé face à quand même des gros films nigériens de Nollywood. Et puis même, il y avait même Go Michel avec un de ses films qui était nominé. Et j'ai quand même, tu vois, je tiens à le préciser, tu vois, parce que c'est quand même important. Pour moi, ça compte beaucoup pour moi. J'ai quand même battu les films de Nollywood et les films de Go Michel, quoi, tu vois. Avec des Et budgets. ça m'a quand même. J'étais quand même content, quoi, tu vois. J'étais très content. On était fiers, frérot. En tout cas, Ouais. félicitations, je te le dis de vive voix. Merci. Franchement, Mm. c'est une bonne chose. Un Exactement. trophée, c'est Ouais. la consécration finalement. Ouais, tu c'est le vois. plus. Certes, c'est matériel, mais Ouais. tu sais que tu as fait Et, quelque chose de. et si tu veux, j'étais à cette époque-là, enfin jusqu'à présent, je suis le seul Congolais, je suis le seul cinéaste originaire de l'Afrique centrale à avoir remporté un prix de distinction au African Talent Awards, quoi. Jusqu'à présent, il n'y a aucun cinéaste originaire d'Afrique centrale qui a remporté un trophée. Très souvent, c'est les gens d'Afrique de l'Ouest, hein, Ouais, c'est les ouais. plus. Bon, je pense que tu le sais, hein. Mhm. Nigériens, Sénégalais, tout ça, ils sont très forts, tu vois. Ouais. Free. Mm. En tout cas, encore félicitations, frérot. Mm. J'ai une anecdote à ton sujet. Ouais, raconte-moi. Frérot, si je te dis 9 juin 2019, est-ce que ça te dit quelque chose?
Ouais, c'était lors du mariage. Ouais. Attends, Ouais, maintenant j'ai une anecdote, tu dois t'en souvenir. ouais, Toi et moi, on était dans la même table. Tu te rappelles ou pas? ouais, bien sûr. Quand les mariés ils arrivent, on Ouais, se lève. ouais. Et est-ce que tu te souviens de ce qui se passe après? Ouais, je pense que on nous a volé les places. Ouais. Il y a des darons là. On s'est pris un coup d'état. On Ouais, s'est coup pris un coup d'état par les d'état. darons et tout. Donc Ah ouais, c'est j'explique le contexte. Ouais, On arrive, on les posait, les mariés arrivent, ouais. on Bah, se lève, Kibi, le grand frère, on se notre lève cousin. et tout, Ouais. on s'enjaille Hmm. et on revient. Ouais, On voit des gens qui s'assoient à notre place. Et on comprend pas, exactement. tu vois. Mais attends, frérot, j'ai une anecdote particulière à ton sujet. Ah ouais, On prend nos places ouais. et moi je suis là énervé, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Hmm. Et je te vois, toi, Ouais. en train de parler avec les darons. Je me dis, ah, peut-être que Ecclésias, il est en train de négocier, tu vois. Et tu te rapproches de moi, tu me dis, tu sais, tu baragouines un peu. Ouais, vas-y, c'est les darons, tout ça, je peux pas. Après, j'étais là, je dis, ah ouais, frère. Il est parti parler avec l'ennemi, il obtient rien. Et véridique. Tu sais quoi, je me suis dit, moi, si j'ai pas ma place, c'est mort. Ouais. Donc je vais voir ma mère, je dis, eh, moi, je rentre chez moi. Elle me dit, mais comment ça? Comment je rentre? Je dis, eh, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, moi je rentre chez moi, tout ça. Ouais. Après, j'ai pris sur moi, frérot, la fin Ouais. du mariage, je l'ai passé dans la voiture. J'étais avec mon acolyte 13, je te Trésor, salue. trésor. Ouais. Ah ouais, frère, c'était. Ah frérot, ce jour-là, là, non, j'en parle avec le principal intéressé, mais Ah tranquille. oui, c'était chaud. C'était chaud. Ouais, en plus, c'est des darons, des tontons, tu sais, les tontons, c'est des mureaux, tu vois. Qui étaient venus, des mureaux, tout ça, tu vois. Ça, c'est des potes aux darons, tu vois. Après, tu vois, J'ai dit Ecclésias, il j'étais mal à l'aise, collabore quoi. intelligence Tu avec vois, l'ennemi je me et. suis dit, est-ce que je vais les parler de place et tout. Comment c'est des darons, tu vois, des 60 ans, des papas, Ouais, tu non, vois, tout ça. Je laisse me suis dit, tomber. ah. Laisse tomber, Ouais, frérot. C'était après, je me suis dit, ah, c'est mort, la place là. Après, je suis parti. Après, je faisais plus. Après, Quelle, je faisais partie. quelle humiliation. J'ai dit ça. Mais en tout cas, Humiliation. ouais, c'était un truc de fou. Et Ah frérot, ouais. maintenant, Ouais. on va parler sur la partie, Hmm. je pense, qui te tient peut-être la plus à cœur dans tout ça, la Ouais. partie congolaise. Congolaise, ouais. Tout à Donc fait. déjà, premièrement, j'ai vu que tu as fait ton ADN Ancestry, je crois. Ouais, Ancestry DNA, tout à fait, tout à Ok. fait. Pourquoi Ouais. tu as fait ça? Parce qu'en fait, si tu veux, moi, depuis le collège, Mhm. j'étais toujours intéressé par le sujet de l'esclavage, Hmm. la traite négrière. Et depuis le collège, justement, je cherchais sur Internet et tout, sur des sites d'archives, sur des sites African Genealogy, si j'avais des cousins, cousines, des membres de la famille qui ont été déportés vers l'Amérique. Et je posais des questions à mes parents, mais bon, ils ne savaient pas trop, tu vois. Et tout. Et j'ai posé la question à ma grand-mère, elle a dit oui, c'est possible et tout, tout ça, tout ça. Et puis moi, ça me tenait à cœur de découvrir des cousins, cousines. Pour moi, c'était un rêve de découvrir des membres de la famille du côté paternel ou maternel qui sont de l'autre côté de l'océan Atlantique. C'est ça. Et j'ai fait ça et j'ai découvert qu'effectivement, c'était le cas. J'ai découvert et j'étais tellement fasciné, j'ai pu communiquer avec certaines cousines, cousins afro-américains, jamaïcaines, avec qui nous communiquons, bien que ce soit en anglais, grâce à Google Traduction, entre guillemets, tu vois, parce que mon anglais est nul, tu vois. J'ai pas honte de le dire, mon anglais il est pourri. Et puis, tu vois, c'est comme ça que j'ai pu découvrir des membres de la famille que je connaissais pas, des cousins, cousines au 5e, 6e, 7e degré, ainsi de suite, ainsi de suite, quoi. Ah bah, Avec qui nous franchement, partageons les ancêtres communs qui ont été déportés au 17e, 18e, 19e siècle, quoi. franchement lourd. Et puis, après, j'ai fait une découverte qui m'a rendu plus joyeux, c'est que j'ai pu retrouver des membres de la famille beaucoup plus proches, issus de la descendance polygamique, hein, de mon arrière-grand-père qui fut un chef indigène, qui fut un des plus grands chefs. On va y revenir, t'inquiète. Ouais. Et il Mm. y a ça, l'ADN, et aussi tu te dis congologue. Oui, congologue. Congologue avec un K. Avec un K, absolument. C'est- Congologue, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Congologue, c'est en fait, si tu veux, c'est chercheur spécialisé sur la culture Congo. Mhm. La culture Congo, j'ai précisé, avec un K. Culture Congo, donc, ce qui concerne la culture du royaume Congo, de l'Empire Congo. Parce que bon, on parle souvent de la RDC, du Congo-Brazzaville, mais avant tout, on formait un royaume Congo, qui était composé d'une partie du nord de l'Angola, de l'actuelle, une grosse partie de la RDC, une partie du royaume, du Congo-Brazzaville, et puis du Cabinda aussi, en enclave du Cabinda. En tout cas, on formait un royaume qui était l'un des empires les plus puissants d'Afrique. Et tout ça parce que moi, je suis spécialisé sur la culture Congo. Tout ce qui concerne l'histoire
du royaume Congo, ce qui concerne plus particulièrement l'histoire du Mayombe, parce que nous sommes matriarcat, hein, comme nous les Bas-Congo. Donc, tout ce qui concerne l'histoire du Mayombe, je suis vraiment très spécialisé sur l'histoire de mes ancêtres. Voilà, sur le plan historique et puis sur le plan même métaphysique, je connais beaucoup de choses que très peu connaissent au niveau de mon clan, de la famille. Donc, beaucoup, même quand j'ai été au Congo, beaucoup des sages, des vieillards de mes villages viennent vers moi pour me poser des questions, pour savoir qui est qui, comment. Enfin, beaucoup viennent vers moi pour me poser des questions. Franchement, Ouais. c'est lourd. Et c'est quand la première fois que tu es allé au Congo? J'étais au Congo pour la première fois en fin décembre 2020. Non, putain, excusez-moi. Juillet 2021. Fin juillet 2021. Donc c'est la toute première fois que je me pose mes pieds au Congo. Ça fait quoi? C'est un truc de fou, hein. Franchement. J'ai été accueilli à l'aéroport. D'ailleurs, il y a un documentaire qui sortira très bientôt. Ouais, Germain Racine pourrait suivre Et tu retraces ce voyage. Ok, Voilà. ok. Donc j'ai été accueilli à l'aéroport par la famille, par des gens de la famille, et puis par vraiment les gens de la famille, puis des gens que je connaissais peut-être pas, des gens, en tout cas des fans, je pourrais dire. Franchement, l'engouement, j'ai jamais ressenti. En fait, dès que je sors de l'avion, c'est comme si j'étais dans une autre planète, quoi, tu vois. Tous les soucis, tout ce qui concernait la France, j'ai oublié, tu vois. Et j'ai ressenti vraiment une joie immense, quoi, que je ne pourrais expliquer, quoi, le fait de voir la famille pour la première fois du Congo. J'avais envie de limite de pleurer, mais tu vois, vu que je suis un peu viril, un peu, tu vois, pleurer, ça fait trop mec fragile. Tu vois, mais je peux pas pleurer, tu vois, j'ai gardé un peu, mais ouais, mais à intérieurement, j'étais ému. ouais. Intérieurement, j'étais très ému. J'imagine, frérot. Ah ouais. En fait, Parce que moi aussi, quand j'étais au Congo, tu sais, moi, quand je suis allé au Congo en 2011 la première fois, je m'étais dit, je vais embrasser la terre, tu vois. Je sais pas, j'ai senti une chaleur que tu peux... C'est inexplicable, faut le vivre, inexplicable, en fait. Exactement. Faut le vivre. Ouais. Faut le vivre. Bah, franchement, donc 2000... Et c'est quoi ton rapport avec le Congo, même? En fait, moi, le rapport avec le Congo, c'est plutôt le rapport par rapport... Kinshasa, j'ai beaucoup aimé Kinshasa, hein. Mais moi, mon voyage au Congo, c'était plus centré sur mes racines du côté paternel et maternel. Donc, ce sont mes voyages lorsque j'ai été dans le Bandundu, les origines du côté paternel, en Kikwit, où j'ai vraiment voulu, excusez-moi pour le terme, hein, j'ai baisé la terre. Baiser la terre, donc... non, mais c'est le terme. C'est le terme, ouais, parce que les gens ont non, c'est le terme. Donc, j'ai baisé la terre de mes ancêtres qui quittent le Bandundu, la province du Kwilu. Et Bandundu, c'est une province au Congo qui fait quasiment la taille de l'Italie, un petit peu plus petit. Exactement, tout à fait. Et j'étais quand même très ému intérieurement de voir la terre de mon grand-père paternel, de mon père, là où mon père est né, Kikwit. Tu vois, Kikwit, le Bandundu, c'est une province qui regorge des intellectuels, tu vois, c'est quelque chose, le Bandundu. Et j'étais vraiment très content. Et puis c'est là-bas, d'ailleurs, j'ai projeté mon film, j'ai fait une séance dédicace. C'est quelque chose qui se faisait pas vraiment apparemment auparavant, les séances dédicaces, tu vois. Donc j'ai signé les autographes après la séance de projection de mon film. Et les gens, les Kikwitois, les jeunes ont trouvé ça intéressant, quoi, tu vois. Ouais. Les séances dédicaces et tout. Et je sais que tu es un philanthrope, parce que là-bas, tu as fait des actions. Quelles sont ces actions-là? Pourquoi? Explique tout. Voilà, ça c'est plutôt au niveau du Mayombe. Oui. Moi, j'ai une attache assez... j'aime le Mayombe passionnément. Le Mayombe, ma mère est Mouyombe. C'est une partie du Bandundu. Du Bas-Congo, Congo central. Oh, okay. Hein. Donc c'est au Congo central, ex-Bas-Congo, anciennement appelé Bas-Congo, donc le Congo central. Donc j'ai été au Mayombe et ça c'était vraiment quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Parce que en plus d'être congologue, ancien chasseur de stars, je suis également cinéaste aussi bien évidemment. Je suis chargé de la communication et de la recherche du clan Makaba des descendants du grand chef Mwanda Luvungu. Alors moi, en ma qualité de congologue, j'ai aussi des responsabilités sur le plan clanique, aussi coutumière. Donc, on m'appelle Mwanabakulu au village. On m'appelle Mwanabakulu au village et même dans la ville, par les citadins, par les villageois. L'enfant des ancêtres. Donc, on me surnomme le revenant. Donc, certains ont des croyances un peu sur le plan métaphysique, sur le plan de la sagesse Congo, qu'il y a la réincarnation et tout. Bon, je n'irai pas trop dans les détails, j'ai pas envie de faire flipper certains et tout, mais je parle concrètement pour que les gens comprennent. Donc on m'appelle l'ancêtre parce que
je suis l'encyclopédie vivante du clan Makaba. Donc, il y a certaines choses que même les vieillards dans les villages viennent vers moi pour me poser des questions sur la généalogie. Donc, je peux vous citer l'arbre généalogique de la famille de ma mère. Même ma mère ne connaissait pas son arbre généalogique. Je détiens l'arbre généalogique. C'est quelque chose qui est très difficile en Afrique, l'arbre généalogique. Qui remonte jusqu'à 1500 et quelques. Ça, je l'ai, ça, tu vois. Donc, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir que j'ai, un pouvoir ancestral, un pouvoir inné en moi. Donc, ce n'est pas, certains vont voir la sorcellerie mystique, mais je suis quelqu'un sur le plan du savoir de très puissant. De très puissant sur le plan de la sagesse Congo, sur le plan... Et ça, c'est au niveau du Mayombe, quoi, au niveau de ma connaissance et tout, voilà. Donc, mon arrière-grand-père avait 14 femmes. Donc, c'était l'un des plus grands chefs traditionnels de l'époque coloniale, jusqu'à sa mort en 1926. Donc, le grand-père de ma mère, en fait. Hein. Donc, c'était l'un des plus grands chefs traditionnels qui avait 14 femmes, qui était l'un des chefs les plus craints par les tout-puissants missionnaires belges à l'époque coloniale. Et de ce fait, il se trouve que c'était un chef qui était assez très puissant, et qui avait vraiment hérité de beaucoup de puissance ancestrale. Et de ce fait, je suis issu d'une famille de chefferie. Donc, mon grand-père, c'était aussi un chef, pas traditionnel, mais un chef au niveau de son village, chef de famille, tout ça. Et tout ça a fait que, tout cela a fait que moi-même, j'ai été nommé par mes pères, car je connais beaucoup de choses, car j'ai beaucoup de sagesse, j'ai acquis beaucoup de sagesse sur le plan métaphysique, sur le plan humain, j'ai acquis beaucoup de connaissances différentes. Moi, je suis, je ne dirais pas chef coutumier, hein, mais je suis comme au niveau de mon clan, Makaba, de la descendance de Mwanda Lovungu, de cet homme-là, de ce chef, je suis comme celui qui surveille le clan. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe au village, c'est moi qu'on appelle. On me demande conseil. Ah, on m'appelle l'ancêtre. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. C'est moi qui interviens, quoi. Donc, j'ai fait construire un mausolée. Oui, j'ai vu, il est magnifique. Un mausolée sur fonds propres, avec mes propres finances, mes propres moyens. Toi, t'es indépendant jusqu'au bout. Indépendant jusqu'au bout et tout, ouais. Donc, j'ai pas demandé à quiconque. J'ai fait ça avec mes propres moyens, tu vois. J'ai financé la construction d'un mausolée. En plus parce que j'ai électrifié d'abord le village, avec des panneaux solaires photovoltaïques, avec des batteries. Donc, le village Kingongila, situé dans le Mayombe, province du Congo central, est le premier village du secteur Banga, dans le territoire de Tchela, où tous les habitants ont accès au courant. Donc, c'est quelque chose de révolutionnaire pour les villageois. Ah oui. Ils n'ont jamais vu le courant. Imaginez, il y a une de mes cousines à mon grand-père, une coco, une grand-mère, une cousine à mon grand-père, qui est octogénaire, qui n'avait jamais eu de lumière chez elle. Imaginez. On voyait ce que ça représente. C'était quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'ai mis le courant, j'ai pu m'occuper à titre personnel des problèmes de terre qu'il y avait au village. Parce que mon village était en conflit depuis près de 20 ans avec un village limitrophe par rapport au lopin de terre. Donc, j'ai intervenu là-dessus pour calmer la situation. Et à ce jour, le dossier est clos, tout est rendu dans l'ordre. Magnifique. Ouais, j'ai fait ça. Et j'ai construit ce mausolée. J'ai réhabilité les tombes de mes grands-parents, de ma grand-mère et mon grand-père, moi-même. J'ai financé tout ça. Et j'ai fait construire un mausolée aussi. Un mausolée, c'est un monument funéraire. Donc, souvent au Congo, dans certains pays d'Afrique, c'est pas toute personne qui a droit à ça. Souvent, les personnes qui ont droit à ça, ce sont des personnes qui ont eu une certaine notoriété au local, national, régional et tout. Mon grand-père, en ses qualités, c'était mon grand-père, hein, c'était quand même quelqu'un de reconnu dans sa contrée. C'était un chef de village, pas chef de village, hein, chef de famille au village, chef de clan aussi au village. C'était aussi le premier photographe Muyombe du territoire, de la contrée du territoire de Tchela. C'était aussi quelqu'un qui était très puissant, un chasseur des serpents mystiques. Donc c'était quelqu'un qui avait eu une vie tumultueuse, qui était aussi une sorte de sorcier protecteur du village, quoi. Donc les sorciers ne pouvaient pas s'approcher de la famille, quoi, tu vois. Donc un jour, il s'est battu tout seul face à un serpent mystérieux, mystique, qu'il a réussi à tuer, quoi. Et depuis ce jour-là, il a gagné en popularité au village. L'histoire s'est répandue, donc il avait été teinté de spiritualité, très puissant. Ah bah franchement... Ouais.
Et ce mausolée, je l'ai fait construire. Et puis, c'est un mausolée qui est devenu limite un site touristique local. Donc, l'un des plus beaux mausolées jamais construits au secteur Banga. Pas l'un, mais le plus beau mausolée jamais construit actuellement, le secteur Banga. Le secteur Banga, c'est la contrée qui englobe les 265 villages de ma contrée, quoi. Toutes mes félicitations, frérot. Merci Franchement, beaucoup, ouais. toutes mes félicitations à toi avec tes œuvres et tout. Merci. Toujours en indépendant. Ouais. Une petite question qui me vient à l'esprit. Oui. C'est qui ton acteur préféré? Beaucoup, tu vois, dans les émissions, souvent on me dit c'est Will Smith, mon acteur préféré. Mais moi, mon acteur préféré, en fait, j'ai pas d'acteur préféré en tant que tel. J'ai une catégorie d'acteurs préférés. Donc, les acteurs qui m'ont vraiment donné envie de faire le cinéma, c'est des acteurs comme Denzel Washington, Will Smith, Martin Lawrence, Chris Tucker, ou encore Samuel L. Jackson. Tu vois, ce sont des acteurs qui m'ont vraiment donné envie de faire du cinéma, tu vois. Après, souvent, on me dit « Ah, Will Smith, c'est ton acteur préféré », tu vois. C'est vrai que j'aime beaucoup Will Smith, mais c'est pas lui qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma à fond, à fond. Ce sont tous ces acteurs. Moi, mes acteurs préférés, essentiellement, sont les acteurs afro-américains. Ouais, je vois ça. En tout cas, frérot, sache que moi, mon hôte repart toujours avec un truc. Ah bon? Ouais. Donc, je te remets ça. Oh! J'espère que tu lis. Je peux l'ouvrir? Vas-y. Ah, je vais l'ouvrir là, en Et direct. après, tu montreras. J'espère que tu lis. Hein. Bien sûr. Oh là 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 là. Respect, Will Smith. Oh là 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 là. Respect, franchement. C'est un honneur, frérot. En tout Franchement, cas, bonne lecture. Ah ouais. Bonne lecture à toi. En tout cas, comme je t'ai cité, c'est parmi mes acteurs préférés afro-américains. Et franchement, merci infiniment. Je vais prendre le temps de le lire. Il n'y a pas de souci, frérot. Il est à toi. Et bah dis donc, c'est une vraie véritable surprise, franchement. En tout cas, je ne m'attendais pas, en tout cas. Franchement, sache que Will Smith. Sache que ça a été... Willa Christopher Smith, hein, de son vrai nom, Willa Christopher Smith, d'origine jamaïcaine. Faut pas... J'espère que t'as pas pris une claque, hein. Ah non. Quand j'ai fait la photo avec lui, c'était comme ça et tout. Ouais. Non, mais en tout cas, frérot, sache que ça a été un honneur de te recevoir en tant que premier hôte. Merci. T'as eu la primeur de passer. Et franchement, ça a été dur de mettre en place l'émission, mais on y est arrivé. Absolument, non, mais je suis très content, franchement, big up à toi. Hein, et puis, une bonne continuation pour l'émission. Je sais qu'il y aura plein d'invités. Toute chose a une fin. On quitte la haute sphère. C'était Cosmonaute. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui, éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt sur Cosmonaute.